C'est moi, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon micro, il reconnaissait pas mon micro, le truc. Bon, j'avais dit 17h30 sur Insta. Oui, parce que maintenant je dis les trucs sur Insta. Je fais mes annonces de live sur Insta, ça va être plus... histoire qu'il y ait un intérêt à Insta. Parce que je vous le redis, j'essaie de m'y mettre à Insta, ça fait quelques temps maintenant. Donc cherchez-moi sur Insta, je sais plus comment je m'appelle. Usul du futur? Oui, Usul du futur tout simplement, voilà. Bonjour tout le monde, gros programme aujourd'hui, donc on va streamer 2 heures hein, comme d'habitude, mais grosse revue de presse, parce qu'il y a pas mal de, quand même, il y a pas mal de petits sujets. Hein. Juste politique aujourd'hui. Que tout politique. Et mon son il est faible. Mais pas... m'entendez pas bien? Si, normalement c'est bon, là. Attendez, je regarde les niveaux. La musique est trop forte? Ah, la musique est un peu forte, on va la baisser un peu. Voilà. Ok, bon. Eh bah très bien. Hein, oui, oui, bah les cheveux, hein, les cheveux, tout ça. Hein. Oui, ah oui, sur Instagram, vous pouvez aussi suivre mes histoires de coupe de cheveux. C'est toujours des grands moments, c'est toujours des choses folles. Bon, on va pas... ça va? Ouais, vous regardez les JO? Non, on s'en fout. On va parler d'autres choses, pas de JO ici, pas de JO. Hein. Pas de JO dans ma politique. Hein. Parce que de toute façon, les jeux vidéo... Les Jeux Olympiques, c'est pas politique, c'est le sport. Donc voilà, non mais il paraît que les Français regardent... J'ai vu le chiffre passer tout à l'heure. Les Français ont regardé en moyenne 18 heures de JO par personne. Alors j'espère que vous avez tous bien fait vos 18 heures de JO. Parce que moi je suis à 0. J'ai regardé juste la cérémonie d'ouverture. Parce que la cérémonie d'ouverture, il y avait le côté créatif, tu vois. Je voulais voir qu'est-ce qu'ils avaient fait. Il y avait le côté politique, le côté artistique. Il y avait des trucs qui m'intéressaient, quoi. Mais le sport, à proprement parler, bon, derrière, j'avoue, on s'en fout, quoi. Société, alors oui, Usul, qu'est-ce que tu nous fais? Est-ce que tu nous prépares un épisode? Alors oui, évidemment, on prépare toujours l'épisode de Société, vous en faites pas. Est-ce que tu nous fais un épisode? Oui, je fais un épisode dépressif l'été, moi surtout, essentiellement. Hein. C'est pas facile. Moi, quand j'ai pas de travail normal, fixe, où ça me rythme mes semaines, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est chiant, hein. En plus on peut rien faire, on est enfermé. Surtout quand il y a la canicule. Tu peux rien faire, t'es enfermé dans le noir. Est-ce que mon ventilo par exemple là ça vous fait pas trop de bruit d'ailleurs. Mais t'es enfermé dans le noir parce que là sortir à Lyon là, il me semble que là on est... Non ça va, il y a eu pire qu'aujourd'hui, mais c'est pas ouf non plus. Et donc du coup ouais tu te retrouves isolé chez toi, tu sors que le soir, tu vis la nuit comme un vampire. Et donc voilà, non l'été c'est chaud quoi, l'été c'est chaud. Je suis en train de régler des trucs, enfin on est en train de régler avec Lumi. On va aller aux amphis, aux universités d'été des Insoumis. Cette année, je vais à Valence. On est en train de régler les trucs. Alors, ils cassent les couilles, hein, la FI cette année. Hein. Ils cassent les couilles. Alors, apparemment, bon, ils cassent les couilles. Faut prendre soi-même les billets, les machins. Alors, j'ai demandé, non, prenez-moi les billets, parce que tu sais, quand tu prends toi-même ton billet. Et qu'après tu dis le remboursement, faut garder le machin, pourquoi on fait des allers-retours comme ça? Tu me l'envoies mon billet, tu me le donnes, c'est simple, aujourd'hui tout est dématérialisé, je te donne mon nom, ma date de naissance, et on fait les billets comme ça. Ils réservent plus les trucs, enfin bon c'est... Oh là 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 là, à ça de dire oh là là c'est compliqué, tout ça pour aller à Valence, je suis à Lyon, c'est pas loin, c'est compliqué, j'en ai marre, voilà. Mais bon, normalement on sera là, normalement on va y arriver. Fête de l'humain, c'est fort probable aussi. C'est fort probable aussi pour je sais pas s'il y aura du backseat. Par contre à la fête de l'UMA devrait y avoir du blast. Et moi je devrais être voir si ça se trouve animer un épisode de La France a peur depuis la fête de l'UMA. On va voir les invités qu'on va se trouver. Et je sais pas s'il y aura un backseat à la fête de l'UMA. Voilà. Bon voilà pour les nouvelles. Il n'y a pas grand chose de nouveau sinon. Pas les écolos. Les écolos, je sais pas, toi, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Il y en a, ils font les deux, hein, les deux universités d'été. Ça m'est arrivé de, je crois que j'ai jamais fait les deux. Aller à l'un puis aller à l'autre. Si, je crois que je l'ai déjà fait. Je sais plus, mais c'est chiant, quoi. Surtout que c'est pas au même endroit. Et par contre, c'est les mêmes jours. Il me semble, hein, si je me plante pas. Ah bonjour, monsieur Nio. Comment tu vas? Comment tu deviens? Bon. Par contre, je bois du Coca JO, voilà.
Ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme article aujourd'hui? Parce que c'est quand même pour ça normalement qu'on se retrouve, c'est pas pour se raconter la life. Pourquoi je suis perdu comme ça là? Je suis perdu, Vous savez quoi? J'ai pas fait de café, c'est pour ça. J'ai mangé juste avant et j'ai pas fait de café. Donc on va commencer, je vais changer l'ordre du stream. On va changer les trucs là. Allez, on change tout parce qu'il faut que j'aille me faire du café. Donc, hop, vous voyez rien, mais moi je change des trucs. On va commencer par un petit sujet pour se mettre dans l'ambiance. Parce qu'aujourd'hui, donc je l'ai mis dans le titre, hein, on va parler de Glucksmann, Ruffin, Hollande. Donc qu'est-ce qui se prépare à gauche là? Parce que vous avez vu que le point commun quand même entre Glucksmann, Ruffin et Hollande, c'est que tout le monde veut dézinguer Mélenchon. Hein. Ça, là, ils sont plutôt d'accord. Pour faire quoi? Bon, ça dépend. Mais on va parler de ça. Attendez, je vous montre le stream. Oh là 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 là. Oh là là, non, oui, il me faut un café, quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas. Voilà, à gauche, l'été très politique de François Glucksmann. Ah, café, putain de sa mère, François Glucksmann. Voilà, ensuite, le bilan doux amer des ex-députés macronistes. C'est un peu marrant parce qu'il y en a qui se sont pas fait réélire, hein, les députés macronistes. Et vous savez, autant quand t'es dans la majorité, que t'es à l'Assemblée, que t'as ton petit poste, t'obéis à Macron, tu dis tout ce qu'il dit de dire, et puis autant quand t'es viré, derrière tu parles un peu, tu fais bon, c'était pas ouf. Hein. Défaits lors des législatives anticipées des 30 et 7 juillet, en plus ils ont été défaits à cause de l'autre abruti qui fait une dissolution que personne lui avait demandé, surtout pas ses députés qui étaient bien en poste, qui étaient bien. Donc d'anciens élus expriment leur désillusion sur Renaissance, une formation politique marquée par l'absence de doctrine, d'ancrage local et un positionnement de plus en plus à droite. Donc qu'est-ce qui pute derrière les macronistes? Qu'est-ce qu'ils racontent? Voilà, je me suis dit que c'était intéressant. Et j'avais mis un sujet sur LVMH aussi. Faveur, pression. Parce que j'avais fait un truc sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo sur LVMH. Parce que j'arrive pas à Anne Hidalgo. C'est ma blague de droite préférée. C'est ma blague de boomer préférée. Juste l'appeler Annie, ça suffit. Tu l'appelles Annie, ça marche. Donc Annie, elle est très attentive aux desiderata de Bernard Arnault. Parce que je sais pas si on en a parlé brièvement quand on a parlé de la cérémonie d'ouverture lors du dernier stream la semaine dernière. Qu'il y avait du Louis Vuitton partout, du LVMH, on a porté la flamme, la torche là, dans une espèce d'écrin LVMH partout. La ville de Paris promet qu'il n'y a jamais eu de tête-à-tête entre Bernard Arnault et Anne Hidalgo, ce que met en doute un document consulté par Mediapart. Tiens, Mediapart qui a leaké aussi les vraies analyses. Alors c'est pas, ça je l'ai pas mis dans la revue de presse, mais ils ont leaké les vraies analyses de l'eau caca de la Seine là. Hein, parce que 1,4 milliard quand même, hein. 1,4 milliard, ils arrivent et ils font si, c'est bon. Et on leur dit, vous pouvez nous montrer les papiers qui disent que c'est bon? Ils font non, mais faites confiance. Les papiers, il n'y a pas besoin de papiers, on se fait confiance, putain. Bon, en tout cas, Annie Arnault, oh là là, Annie Arnault, cette pauvre femme, qu'est-ce que ça n'a rien à voir là-dedans, Annie Arnault. Annie Hidalgo. Elle est pote apparemment avec Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de l'entreprise, qui est omniprésent dans les couloirs de la municipalité. Et j'avais dit l'autre fois, c'est vraiment les Jeux Olympiques France, LVMH, Emmanuel Macron, quoi. C'est assez... Enfin, ils sont partout. S'il n'y a pas marqué Louis Vuitton, il y a la tête à Macron. C'est l'un ou l'autre. Ouais, je vais aller faire mon café parce qu'on va commencer, du coup, j'ai décalé les sujets. On décale les sujets. On va parler des émeutes au Royaume-Uni. Et évidemment, j'ai mis des trucs de côté. Un peu d'audiovisuel. On va commencer par de l'audiovisuel d'ailleurs. On va commencer par comment LCI a parlé de ces émeutes. Moi ça m'intéresse, LCI, chaîne de droite quand même, hein. Droite voire droite plus. Hein. Comment ils ont raconté le truc. Donc là ils ont mis 10 minutes sur leur chaîne YouTube qui racontent le truc. Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des réactions en plateau? C'est que reportage. Non, ils en parlent en plateau. Donc vous voyez, on va regarder qui est-ce qu'ils ont invité. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'ils ont invité en plateau et tout. Après, on va lire l'article de Mediapart, parce que vous avez peut-être vu que, avant-hier, je crois, Raphaël Arnault, il est allé à Londres pour dire, avec les camarades Antifa, on a voulu exprimer que le peuple était antifasciste. Alors, très bien. Et comment ça s'est passé? Petit reportage de Marie Billon, qui est allée à Londres suivre ces mobilisations antifascistes. Chat de Raphaël Arnault, c'est ça. Et puis après, on va s'intéresser à un des
un des influenceurs Alors, vite fait, un petit sujet d'Agi+, de 2 minutes, mais parce que si vous avez jamais entendu parler de lui, Tommy Robinson. Tommy Robinson, qui est vraiment l'influenceur faf, 800 000 followers sur X. 800 000 followers sur X, et c'est le gars qui a relayé les fake news à la base des émeutes, même si on peut relativiser le poids du truc, c'est-à-dire les fake news c'est un déclencheur, mais d'un truc qui est déjà là, si tu veux. Mais c'est qui ce gars? Vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est que du factuel, c'est 2 minutes. Et ensuite, ça y est, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y aurait une peine de prison pour incitation à la haine en ligne. On va regarder un petit peu de BFM TV. Voilà, on commence par ça, on commence par l'Angleterre. Et moi, je vais me refaire du café. Bretagne, voilà. Qui est toujours plus fracturée ce matin alors que le gouvernement craignait une nouvelle nuit de manifestations violentes. Le pays qui connaît ses pires émeutes depuis 13 ans, ce sont finalement, regardez, des contre-manifestants qui ont envahi les rues de plusieurs grandes villes, Londres, ici à l'image, ou encore, regardez, à Birmingham, où l'on peut lire sur certaines pancartes « Dégagez les fascistes » ici à droite. Image similaire à Newcastle, Brighton ou encore Liverpool, où l'on écoute justement ces quelques manifestants. C'est important d'être là, car les racistes qui se sont révélés à la suite du meurtre de Southport ont utilisé cette opportunité pour essayer d'attaquer des demandeurs d'asile et des réfugiés à travers tout le pays. Et finalement, ils ont élargi ça à toute personne qu'ils jugeaient non blanche. Liverpool était une capitale culturelle autrefois. J'essaye juste de faire mon devoir, de faire ma part et d'aider à ce que les gens se sentent en sécurité, surtout dans leur quartier. Je trouve que les choses ont au final plutôt bien tourné. J'ai l'impression qu'on a fait du bon travail. On est en direct de Birmingham avec notre correspondante. Bonjour Marie Billon. Dites-nous comment... Alors ils ont dit des dingueries ou pas? Mais attends, Marie Billon, c'est celle qui a écrit l'article pour Mediapart. Mais c'est incroyable. Comme quoi, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Non, c'est pas la bonne expression du tout, mais le monde est petit. Le monde des correspondants internationaux, vous voyez, Marie Billon qui a fait le reportage pour Mediapart, et là, elle est là, c'est elle, c'est fou, c'est dingue quoi ce qui se passe aujourd'hui. Comment s'est passée la nuit plus calme que les autorités l'envisageaient visiblement? Absolument beaucoup moins de problèmes que ce que les autorités craignaient, puisqu'elles s'attendaient à une centaine de rassemblements d'extrême droite et à une trentaine de contre-manifestants, manifestations antiracistes à travers le pays. Alors, il y a eu effectivement quelques rassemblements d'extrême droite, notamment autour de cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration, comme cela était craint, mais à chaque fois, les contre-manifestants antifascistes étaient présents. Il y a eu quelques affrontements, mais finalement très peu. Il y a eu des arrestations notamment dans une ville du nord de l'Angleterre et la police était présente en nombre puisque plus de 6000 policiers spécialisés étaient prêts à être déployés dans tout le... Mais du coup, ils ont une police un peu efficace contre l'extrême droite. C'est bien ça. Pays et leur présence était bien visible, mais ils n'ont pas eu à agir comme ils pensaient et à se déployer comme ils pensaient devoir le faire. Hier, les militants antifascistes étaient bien plus nombreux que ceux d'extrême droite dans les rues du Royaume-Uni à scander des slogans comme « Ceci sont nos rues » et à dénoncer les violences de ces derniers jours. Pour l'instant... Et c'était très drôle parce qu'il y avait Raphaël Arnaud qui était là, qui avait dit bonjour à Gore. Il avait dit oui, je vais en Angleterre. Alors évidemment, photo, je vais en Angleterre. Il avait une veste et les gens ont dit ouais, c'est une veste paramilitaire. Il va péter des gueules et tout. Raphaël Arnaud, qui est député, il va pas péter des gueules. Il allait à la manif et il allait faire des liens, si tu veux, avec les autres antifascistes. Il est revenu avec une petite écharpe. Il a mangé des trucs anglais. Je sais pas s'il était déjà allé à Londres, mais oui, il faut créer une espèce d'internationale européenne des antifas. C'est très bien ce qu'il a fait. Mais alors, vous imaginez le concert d'indignation de la presse. Ouais, c'est un député connu pour violence. Alors oui, c'est le triple fichier S en plus quand même, hein. Quelle image, incident diplomatique de quoi? On n'a pas le droit d'être antifasciste. Il va manifester, il va être du côté dans ce cas-là t'es du côté de la police, donc tu fais pas une ingérence bizarre contre l'État là, c'est contre les fascistes. Mais bon, c'est compliqué dans la tête des gens hein, en ce moment.
Pour l'instant, les autorités sont satisfaits de comment la nuit a tourné hier, mais d'autres rassemblements sont prévus dans ces prochains jours, donc les autorités restent sur le qui-vive. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Birmingham. Je rappelle le contexte tout de même. Cet embrasement qu'on a vu ces derniers jours en Grande-Bretagne est directement lié à ce terrible drame survenu la semaine dernière. 3 fillettes de 6 à 9 ans que vous voyez ici à l'image, poignardées à mort par un adolescent d'origine rwandaise. Alexander Seal, bonjour. Vous êtes journaliste franco-britannique. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Est-ce qu'il y a un réveil selon vous de la population anglaise? Terminer les manifestations? Et lui, il fait quoi? Il tient son téléphone ou il est... Ah, peut-être il est... Non. Pourquoi ça bouge comme ça? On t'apprend pas à te cadrer correctement? Pourquoi t'es en bas à gauche du truc? Anti-migrants, ils reprennent, les contre-manifestants reprennent possession des rues. C'est le message qu'il faut comprendre ou pas? Il y avait des contre-manifestants dans plusieurs villes au Royaume-Uni, comme j'ai vu sur les un tremblement de terre. Images que vous avez montrées. Et le message vraiment clairement, c'était les réfugiés sont les bienvenus. Parce que les manifestants qui ont manifesté hier, ils en ont vraiment assez de violences d'extrême droite et aussi des personnes. Il y a 3 personnes qui ont été jugées pour ces manifestants. Pour ces manifestations. C'est laborieux, hein, c'est laborieux là. Donc maintenant, les autorités craignent. Comme a dit votre correspondante, d'autres manifestations d'extrême droite. Et à Londres en particulier, la police reste sur le qui-vive. Mais il faut savoir que tout cela, c'est dans un contexte où il y avait 14 ans de pouvoir de conservateurs. L'extrême droite a gagné beaucoup de sièges, 4 députés au Parlement britannique lors des législatives. Donc il y a vraiment une colère dans ce pays et ces personnes, ces manifestants d'extrême droite, ils en ont assez des... Alexandre, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il y a du bruit derrière vous? Pourquoi ça tremble comme ça? Et c'est quoi ça? Lui il est là, il défend, il est là, oui, allez, faut comprendre, hein, ils en ont assez les gens. Hein. Quoi? De quoi? De l'immigration. Ils en ont assez de l'immigration. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Ah, ça y est, on l'aime pas. Ça y est, c'est parti. Il vraiment se concentre sur l'économie. Restez avec nous, s'il vous plaît, et vous réagissez dès que vous le souhaitez. Le pays qui s'est donc préparé toute la journée à cette potentielle nouvelle nuit d'émeute. Vous allez voir ces images à Londres avec un déploiement policier très important. Le nouveau Premier ministre, Keir Starmer, a expliqué donc qu'il y aurait des sanctions, évidemment, pour les manifestants anti-immigration qui sortiraient dans les rues. Changement également de stratégie des policiers. Vous allez voir qu'ils s'étaient organisés pour éviter les débordements. Écoutez le chef de la police de Londres. La protection des communautés est au cœur du travail de la police. C'est pourquoi, en tant que chef de police, nous nous sommes réunis régulièrement ces derniers jours et nous avons décidé de rassembler des milliers de policiers dans tout le pays. Nous avons changé de tactique au cours des 2 derniers jours et en plus de rassembler de nombreux policiers, nous en regroupons certains dans des endroits stratégiques du pays afin de nous donner plus de souplesse pour réagir là où les manifestations sont les plus intenses, afin de réagir avec agilité. Il raconte n'importe quoi. Hein. C'est vraiment... je veux dire, c'est pas intéressant. Nous allons réagir avec agilité. C'est des éléments de langage nul de la préfecture de police. Peut-être ça intéresse des gens, mais pourquoi vous nous passez ça en fait? Et de faire preuve d'une force écrasante pour que les criminels et les voyous dans les rues n'y parviennent pas. Alors ça, c'était un peu plus politique. Ça, c'était un petit peu plus. Hein. Une force écrasante. Et là, il qualifie quand même les manifestants de criminels et de voyous. Ok, il y a un truc à la fin. Il y avait un petit truc à la fin. Isabelle Hounin, c'est vrai. Tu sais, c'est pas la colère de certaines personnes et tout. Tu peux faire, tu peux faire pire que ce qu'il a dit là. Hein. Que les forces de l'ordre anglaises avaient mis le paquet. Ils s'attendaient vraiment au pire. Et oui. Ils l'ont évité. Oui, tout à fait. Si on regarde quelques chiffres, on peut dire que vraiment le gouvernement britannique a mis en place de gros moyens, puisqu'il y a donc 6000 policiers spécialisés qui sont réquisitionnés. Il y a eu 500 places de prison en plus. Donc ah oui, ça c'est très drôle. Ils ont ouvert des places de prison exprès pour foutre les mecs d'extrême droite qui veulent mettre les gens en prison. Je trouve que c'est... Alors elle est éditorialiste économie. Je sais pas pourquoi c'est elle qui parle maintenant, mais des fois tu fais avec les gens que t'as sur le plateau. Hein.
Donc on le voit, il faut vraiment pour le gouvernement, on va dire, mettre cet enjeu-là en perspective, parce que la sécurité aujourd'hui c'est extrêmement important pour ce gouvernement. Il est attendu sur ce thème de la justice et des prisons. Il y a vraiment un enjeu aujourd'hui très important. Enjeu très important. Waouh! Eh ben ça valait le coup. Pareil, mais je suis pardon, hein. C'est pas que je suis mauvais esprit, moi au contraire, je suis bien. J'ai envie de voir des images, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Je mange des petits bouts de pastèque là, c'est très très bien. J'ai enfin mon café. Voilà, mais j'ai envie d'apprécier le moment, mais je me dis, mais vous me racontez du rien depuis tout à l'heure. Aurélien, vous confirmez? Oui, parce que l'on se souvient du précédent de Tottenham, en 2011, des émeutes qui étaient aussi sur un motif assez similaire. C'était un jeune métis qui avait été tué par la police, et il y avait un caractère justement de tension, par exemple communautaire, ethnique. Mais c'est pas du tout pareil, espèce d'abruti. C'est qui lui? Un service international, Aurélien Duch. C'est pas du tout pareil des manifs antiracistes contre la police qui tuent que des manifs racistes. Mais c'est quoi ce... Ah mais c'est vraiment... c'est pareil quoi, il y a un truc de race dedans, donc c'est un peu pareil, le racisme quoi, globalement. Mais lui, faut le goumer. Hein. Dans ces émeutes, et on voit aussi surtout quelque chose qu'on oublie souvent en France, c'est le degré de polarisation de la vie politique britannique, parce qu'on est habitué à cette image un peu cliché des débats courtois avec l'humour anglais dans la Chambre des communes. La réalité, c'est qu'on parle d'un pays où en 2016, dans les dernières lignes droites de la campagne du Brexit, une parlementaire a été tuée par balle, Jo Cox, et on parle enfin d'un pays où le débat sur ces questions-là, justement, sur la question du multiculturalisme et du modèle d'intégration de la... Ah, nique ta mère, toi. Le truc de... Quand tu veux pas dire que... Là, c'est des émeutes racistes. Voilà, c'est des émeutes de suprémacistes blancs qui sont là, les étrangers dehors. Ah non, viens. Et ça devient un problème de multiculturalisme, de modèle d'assimilation. Mais niquez-vous, quoi. La société britannique a pris une tournure de plus en plus violente avec ce groupe dont on parlait hier à l'extrême droite, l'English Defence League, qui est un... Voilà, tu vois, Cassandre qui dit globalement ils sont d'accord avec les racistes qui manifestent, mais comme ils condamnent les violences, ils font des contorsions pour essayer de justifier et de rendre relatif. Mais oui, c'est ça. Un groupe violent et qui cautionne pour le coup des attaques directement contre des gens en raison de leur couleur de peau. Léonard, c'est-à-dire qu'on a le droit d'exprimer des angoisses face au modèle multiculturel, intégrationniste ou je sais pas quoi, mais bon, si on pouvait éviter les lynchages de noirs, par exemple, qui font quand même des mauvais souvenirs, si on pouvait éviter ça, voilà, c'est un peu ça lui là, Aurélien Duchesne. c'est paradoxal parce que là-bas, on a un gouvernement politique qui est finalement beaucoup plus stable qu'en France, mais dans la rue, c'est beaucoup plus clivé. C'est exactement ça. Il y a seulement 5 députés de Reform UK, le parti de Nigel Attention, nouvel expert, nouvelle expertise. Farage qui sont entrés au Parlement lors des dernières élections, 14%. C'est beaucoup moins que, par exemple, l'extrême droite française. Mais putain, c'est un Attal. Est-ce que vous pensez ce que je pense? Dans la rue, effectivement, les manifestations n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu en France ces dernières années, même après avec des faits divers plus ou moins comparables. Hein. Mais je prends par exemple l'histoire de l'affaire Lola. Il y a eu des manifestations en France, il y a eu des slogans racistes qui ont été... Bon, là la comparaison est bonne. Parce que c'est vraiment le même délire. Moi, je comparais ça à Romans-sur-Isère aussi. Ah oui, ben, j'ai discuté avec mon épicier, il était inquiet. Il me disait, mais tu crois qu'il y aura des émeutes comme en Angleterre et tout? Je lui dis, mais en vrai, souvenez-vous, il y a eu Romans-sur-Isère quand même après Crépol. Il y a eu des descentes de racistes qui sont allés faire une expédition pour... alors on a les échanges de textos entre eux, là où ils se disent on en prend un, n'importe lequel, un qui traîne, un arabe en gros. Si on chope une femme, un vieux, c'est pas grave, l'idée c'est de faire passer un message, machin. Bon, ils se sont fait calmer. Mais on a eu des trucs comme ça. Le truc c'est que c'est pas devenu un grand mouvement, enfin un mouvement populaire comme ça a l'air d'être le cas dans certains petits coins là où c'est-à-dire que des gens sortent. Tu vois bien qu'il y a des gens, c'est pas des militants professionnels si tu veux. Bon, par contre, on a aussi eu en France, il parlait tout à l'heure de « Oh, c'est pas pareil en Angleterre, c'est très violent, parce qu'il y a une députée qui s'est fait abattre pendant la campagne sur le Brexit. » C'est vrai, mais nous, il y a eu un maire qui a eu sa maison cramée il y a pas longtemps pour une histoire de centre d'accueil de migrants aussi. Hein. Donc, les violences contre les élus, ça existe aussi chez nous. D'ailleurs, le Sénat avait commandé un rapport
Putain, la réminiscence incroyable. Donc le Sénat avait commandé un rapport il y a quelques années sur les violences d'élus en demandant, et je crois qu'il y a plusieurs milliers d'élus qui avaient répondu, d'élus locaux, des maires, des petits élus, en leur demandant est-ce que vous vous sentez menacé. C'était après les Gilets jaunes où il y avait ce truc de être à portée de baffe, comme on disait à propos des élus, les maires sont ceux qui sont à portée de baffe. Et ben ils avaient demandé aux maires est-ce que vous vous sentez en insécurité, machin. Si oui, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et le rapport, il est accablant. C'est-à-dire que les maires il y en a plein qui ont été menacés et tout, et c'est toujours l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui se sent... c'est eux la violence. Hein. C'est comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, l'Arcom, ils subissent des menaces aussi. Ils ont reçu des menaces de mort, les gens de l'Arcom, là. C'est une dinguerie. Mais donc oui, non, là pour le coup sa comparaison est assez juste. Et donc j'avais répondu à mon épicier, donc c'est pas le chauffeur de taxi, moi, c'est vraiment mon épicier. Et je lui avais répondu, mais imagine en même temps t'as un petit village, je sais pas, en France, il y a un fait divers un peu dans le coin, on te dit ouais c'est les Arabes et tout machin. Et toi, dans ton village, il y en a pas d'Arabes. Par contre, tu regardes les résultats au municipal, tu regardes les résultats au législatif par exemple, et tu vois que t'as 50% de ton village qui a voté Bardella. Enfin, des électeurs, 50%. Il y a des endroits comme ça, en France. Voire 60%. Tu te dis, mais en fait, je suis majoritaire, on est légitime, c'est normal, si je démarre une manif, il y aura du monde, et c'est-à-dire que les gens lambda se sentent aussi en droit de dire, en fait, c'est notre tour, on est nombreux, voilà, tu vois. Ouais, mon épicier, c'est vrai, je fais du Ruffin, là. J'étais avec Karim, mon épicier. Il est pas gilet jaune, il est épicier. Entonné, mais c'était pas c'est ce degré de violence dans la rue. Et puis pareil à l'extrême gauche, on a une extrême gauche qui est très présente au Parlement en France, en tout cas une gauche, certaine forme de Vas-y, attends, il a dit extrême gauche et reprends-toi, qu'est-ce que tu veux dire derrière? Tu sais très bien que c'est pas de l'extrême gauche. Allez, il y a peut-être un mec d'extrême gauche ou deux, 3 peut-être, allez. Peut-être les mecs du POI. Bon, Raphaël Arnaud, il est passé par le NPA, on va pas se mentir, hein. On a une extrême gauche qui est très présente au Parlement en France, en tout cas une gauche, certaine forme de radicalité. Radicalité. Qui revendique cette forme de radicalité. En Grande-Bretagne, c'est une gauche, les travaillistes, qui est aujourd'hui plutôt de centre-gauche avec Keir Starmer. Mais oui, on sait, c'est une gentille gauche, vous préférez, vous voudriez pareil ici, on sait. Dans la rue, en revanche, c'est plutôt cette gauche radicale, très pro-palestinienne, qui a beaucoup manifesté avec une certaine forme de violence. On voit beaucoup de drapeaux palestiniens sur ces manifestations, alors que sur le principe, ça n'a rien à voir. Oh bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la question de la Palestine, le racisme, tout ça, c'est absolument rien à voir, espèce d'idiot. Avec ce qui se passe à Gaza, on voit énormément de drapeaux palestiniens. On a vu des slogans pro-Hamas chantés dans les rues de Londres, de Birmingham. Donc là, maintenant, il va s'attaquer au mouvement antiraciste lui-même. Au mouvement antifasciste, qui a eu le malheur de il y a des drapeaux palestiniens, espèce d'enfoiré. Ces dernières semaines, beaucoup plus, c'est absolument pas comparable avec ce qui se passe en France. Donc effectivement, c'est assez intéressant ce contraste entre la politique des partis au Royaume-Uni et puis ce qui se passe dans la rue. Une analyse de merde, merci beaucoup, excellent. Donc lui, il est du service politique de LCI. On voit que ça bosse dur. Donc là, il nous a dit en gros, ces deux idées maîtresses, c'est dans la rue, il y a un contraste parce que dans la rue, en gros, les gens ils sont radicaux, mais alors que la gauche, normalement, c'est une gauche travailliste gentille, donc normalement il y a pas de problème. Quand même, les mouvements dans la rue, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu ce qu'il dit. Alexander Sill. Et il parle du mouvement antiraciste, hein. Il parle pas là, il est pas en train de parler des racistes. Est-ce que selon vous, ces images beaucoup plus apaisées de la nuit dernière, il faut l'interpréter comme la tension, ça y est redescendue, la Grande-Bretagne peut désormais souffler ou bien attention tout de même aux jours à venir avec des manifestations qui sont encore une fois prévues, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire d'intéressant? Donc c'est retour de celui qui tremble. Il faut faire attention parce que à Londres, à la fin du mois, il y a le carnaval de Notting Hill et d'habitude, à la fin de ce carnaval, il y a des violences à Londres, c'est à l'ouest de Londres. Et la police
a annoncé qu'ils allaient augmenter le nombre des policiers dans la rue et le gouvernement britannique souhaite vraiment... Vous comprenez quelque chose, vous? Moi, je comprends pas tout. Je comprends qu'il y a un festival à Nottingham et au Notting Hill et qu'à la fin il y a des bagarres, mais on sait pas dans quel sens, on sait pas qui va se sentir chaud à la fin du festival, je ne sais pas. Être aux côtés de la police et veut punir les manifestants. On a vu trois manifestants ont été jugés. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, on s'en souvient, on était là. Et donc il faut rester prudent. Eh ben merci. Merci beaucoup Alexander Seal d'avoir été en direct avec nous ce matin pour décrypter cette actualité outre-Manche. Je voudrais qu'on écoute le leader du parti Coup de boule à Notting Hill, c'est drôle ça. Extrême droite justement pro-Brexit, anti-immigration dont vous parliez il y a un instant. Léonard qui a fait Nigel Farage qui a fait son entrée au Parlement il y a de ça un mois. J'essaye avec un. Il est trop content lui. Ah ouais, Nigel Farage. Il m'énerve lui. Un score assez important, vous l'avez mentionné. Il condamne les violences à la télé britannique. À aucun moment, ni au cours de la semaine dernière. Ah, Nigel Farage. Donc Nigel Farage, grande figure anti-UI. Oui, UI, pour eux, c'est... Non, c'est EU, European Union. Donc, grande figure du Brexit, en fait. D'extrême droite, qui n'était pas au Parlement jusque-là, et qui a fait son entrée au Parlement. Ça, ils l'ont dit, donc je sers à rien, mon commentaire sert à rien. Mais donc lui, il condamne les violences. Ni au cours des 30... J'aimerais bien savoir si on cuisine là tous les députés RN de merde là, si on leur demande s'ils condamnent les violences. Enfin, là, on a un super angle. Si t'es journaliste, t'as un facho dans une matinale, si possible, un député un peu les nouveaux là, hein, et tu leur dis alors, vous vous sentez mais en même temps, tu me diras. Sur le plateau d'LCI, on peut dire oui, c'est des angoisses par rapport au multiculturalisme. Le modèle... sur C'est dans l'air, il y a une meuf, elle a dit « Le modèle multiculturel, finalement, c'est un échec du modèle multiculturel, de je sais pas quoi, du communautarisme à l'anglaise, qu'on nous vendait comme... Eh ben, en fait, vous voyez bien que ça marche pas non plus. Mais en fait, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse... vous voulez qu'on fasse des ghettos? Vous voulez qu'on fasse... je sais pas, un apartheid en fait carrément, peut-être. On fait des coins où les gens on les met ensemble, on met des grilles et tout. On fait quoi? 30 dernières années, je n'ai encouragé le... Ou des déportations en fait. Vous voulez faire des déportations, c'est un peu ça l'idée. Mais bref, Nigel Farage, il encourage quoi lui? Au cours à la violence, je n'ai encouragé l'utilisation de moyens antidémocratiques. Et pourtant, et vous savez, il y a Internet et des gens qui disent des choses sur Internet. Et on va en parler juste après, on va parler de leur Robinson, là, leur Tony Robinson, je sais plus, Tommy, je crois, leur influenceur. Ouais, alors, pourquoi il parle d'Internet, là? Attends, je rembobine. Il dit, bon, moi je dis des trucs, je suis raisonnable, parce que je joue le jeu de la démocratie, en gros, hein, donc je suis obligé. Mais... Pourtant, et vous savez, il y a Internet et des gens qui disent des choses sur Internet. Je n'ai rien à voir avec une quelconque forme de violence de rue, que ce soit aujourd'hui ou à n'importe quel moment de ma carrière. Aurélien, c'est vrai que les réseaux sociaux, le conspirationnisme, l'extrême droite sont un carburant pour tous ces émeutes. Ils sont désolidarisent quand même Nigel Farage et ils condamnent. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'expert de quoi là, de je sais plus quoi? Oui, lui, c'est le visage institutionnel de l'extrême droite. C'est quand même lui qui avait réussi à être l'un des principaux porte-voix de la campagne pro-Brexit. Et c'est lui qui a un petit peu normalisé l'extrême droite au Parlement, parce qu'on rappelle une grande différence qu'est le Royaume-Uni avec la France. C'est ce système First Past the Post qui a tendance à marginaliser les... Il parle pas bien, hein. Une grande différence que le Royaume-Uni par rapport que la France. Ouais. L'extrême droite, même quand elle fait de très grands scores. En revanche, derrière le visage présentable qui est celui de Monsieur Farage, je n'ai pas votre accent, le visage de Monsieur Farage. C'est con, c'est lui qui est au service international. Il y a des gens comme Tommy Robinson, qui lui est l'un des leaders les plus actifs de On va en parler. Bon, là, écoute, c'est factuel ce qu'il dit. L'extrême droite britannique sur les réseaux sociaux, eux n'ont pas la même retenue que lui, et surtout, eux n'ont toujours pas condamné les violences, encore une fois, contre des personnes qui ont été attaquées dans la rue pour rien. Évidemment que non, vu que c'est lui qui les a déclenchées en partie, ces violences. Donc bon, très bien. Bon, voilà pour LCI. Maintenant, on va lire l'article de Marie Billon, qui est donc allée voir cette manif, elle est en train de prendre un petit peu l'ambiance de la manif Antifa. Alors que les autorités britanniques s'attendaient à des centaines de rassemblements d'extrême droite, les manifestants antiracistes étaient bien plus nombreux et la majorité des rassemblements n'ont pas été perturbés.
Ils n'ont pas osé venir à Birmingham, lance un des orateurs du rassemblement organisé par l'association Stand Up to Racism dans cette ville du centre de l'Angleterre. Je n'ai jamais été plus fier de Birmingham, s'exclame un autre. La seule ville où les fascistes n'ont pas osé venir. Birmingham a été relativement épargnée par les affrontements ces derniers jours. Ce mercredi soir a été plus calme que ce que beaucoup craignaient dans le Royaume-Uni. Si des affrontements sporadiques ont eu lieu, à Londres notamment, les centaines de rassemblements d'extrême droite auxquels la police s'attendait ne se sont pas matérialisés. Ou alors, ils étaient moins nombreux et violents que les jours précédents. Et en même temps, on peut le comprendre, il y a eu des arrestations, il y a eu des gens qui ont été... Alors, par exemple, le mec là, le correspondant qui tremblait comme ça là, il a dit, bon, il y en a 3 qui ont été jugés. Mais pour 3 qui ont été jugés, il y en a plein qui ont été arrêtés, hein. Ceux qui ont lancé des poubelles là sur les flics, ils ont été cueillis le matin, petite GAV, tranquille et tout. Je pense que ça en a peut-être calmé un certain nombre. Oh là là, j'ai mal, du coup j'ai décalé la télécommande. Oh là là, café. Donc on en était à... ils étaient moins nombreux, donc oui, je pense que tu prends les leaders, tu les fous en GAV. Ils savent le faire ça, hein. À Birmingham, l'adresse d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit à l'immigration circule sur les boucles Telegram d'extrême droite comme point de rendez-vous à 20h. Ah les bâtards. Ils prennent un avocat et disent ah les bâtards. Plusieurs dizaines d'autres avocats sont listés, donc comme chez nous, hein, ils font des listes. Mercredi soir les gars, ils n'arrêteront pas de venir tant qu'on ne leur dira pas. Plus d'immigration, 20h, venez masquer. Ils savent très bien ce qu'ils font, donc ça c'est sur une boucle Telegram. Mercredi soir les gars, ils n'arrêteront pas de venir tant qu'on ne leur dira pas, il parle des immigrés, hein. Mais ni à cette adresse en plein quartier, ça se dégonfle un petit peu, donc cette adresse en plein quartier des joailliers de Birmingham, ni à quelques centaines de mètres sur St. Paul Square, autre lieu de rassemblement possible, ni même autour des militants de Stand Up Racism, les extrémistes ne se sont manifestés mercredi soir. Donc finalement, grande gueule, mais ça bouge pas, comme dit Raphaël Arnaud, facho no show. Ce n'est pas la première fois localement qu'une menace de rassemblement d'extrême droite ne se matérialise pas, ce qui n'étonne pas Jack. Parce que Birmingham est une ville multiculturelle et qu'elle a été épargnée par la violence, dit-il. Parce que nous sommes une ville solidaire. Jack est commerçant. Non, Jack est commerçant. Il travaille dans une boutique d'ameublement dans un quartier ethniquement divers, dit-il. Il redoutait cette soirée, mais espérait que les premières condamnations d'émeutiers à de la prison ferme dissuaderaient les fauteurs de... Ah ouais, comparution immédiate en fait. C'est juste... Ils leur ont fait le coup de la justice expéditive, quoi. Ils les ont traités comme des vulgaires gilets jaunes. Donc, si on arrête et qu'on les met derrière les barreaux, j'espère que ça mettra fin à tout ça, et que les gens pourront en tirer les leçons nécessaires. Mustapha, lui, va garder les planches pour protéger les vitres de son restaurant pendant encore quelques jours, au cas où. Il les a installés mercredi, craignant des violences autour du rassemblement de Stand Up to Racism prévu juste en face. Ça coûte quelques centaines de livres sterling d'installer ces protections, dit-il. Mais si les émeutiers cassent les vitres, ce sera bien plus cher. En tant que restaurateur turc, Mustapha craignait d'être particulièrement vulnérable, mais la chaîne de café britannique installée à côté et le magasin de proximité en face avaient pris les mêmes précautions que lui. Bon, finalement, il s'est rien passé. Les commerçants n'étaient pas les seuls à s'attendre au pire. En face du restaurant de Mustapha, 2 jeunes hommes sont arrivés en fin d'après-midi et ont attendu que les manifestants antiracistes commencent à affluer pour se rapprocher du lieu de rendez-vous. Ah oui, t'arrives, tu regardes de loin. Bon, c'est bon, il y a du monde, on va pas se faire péter la gueule, on est en nombre, bon, c'est très bien, on y va. Mais tu m'étonnes. Marc et Saab et Saha veulent chacun être un corps à interposer en cas d'attaque d'extrême droite, mais ne souhaitent pas provoquer, assure-t-il. Comme beaucoup d'autres jeunes gens, des hommes surtout, ils cachent leur visage sous des cagoules noires. C'est à cause des réseaux sociaux, dit Marc. Je vis dans un quartier où beaucoup de gens sont relativement racistes. On ne sait pas qui raconte quoi, si quelqu'un voudrait me prendre pour cible, et aussi je suis pas nécessairement toujours d'accord avec la police. J'aime bien les guillemets, bon... Je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec la police. C'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait dire, hein, si on était calme. Je ne suis pas nécessairement... J'aime bien l'euphémisme. Mais ce qui est quand même assez inquiétant, c'est que normalement c'est les racistes qui auraient dû être cagoulés. C'est eux qui devraient... Alors, tu vois, le mec d'avant là qui dit faut aller foutre la pression à un avocat, il dit venez masquer. Mais on a vu dans les images des émeutes beaucoup de gens non masqués qui n'ont absolument pas peur. De... Par exemple, avant,
tu voulais pas être vu dans une manif d'extrême droite, tu te disais ça peut être potentiellement un truc qui peut m'emmerder dans mon boulot, enfin si je suis identifié là-bas. Même le vote Le Pen, en fait, tu l'avais discret. Alors t'imagines aller dans une manif d'extrême droite à visage découvert. Et là aujourd'hui, mine de rien, on est en train d'avoir peur des racistes, parce que les racistes maintenant, ça peut être ton employeur aussi, tout simplement. Ça s'est un peu retourné le bordel. Vu qu'il est devenu assez commun, notamment dans la petite bourgeoisie de merde qui fournit l'essentiel des fournisseurs, enfin des patrons de PME de merde. Ouais, tu fais gaffe, quoi. Tu fais gaffe, puis t'as peur des voisins et tout. Ça dit que comme Marc, il a été fouillé plusieurs fois sans autre raison que la couleur de sa peau, et il préfère aussi n'être pas identifiable. Quelques minutes plus tard, 2 policiers les accostent. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'autre dit qu'il n'est pas nécessairement toujours d'accord avec la police. Et comment va se passer cette discussion? Tous 4 se saluent poliment, et quand l'un des agents demande aux jeunes hommes « Pourquoi vous cachez votre visage ?», il rétorque « Il n'y a pas d'EDL ici. » L'EDL, c'est l'English Defense League. Il n'y a pas d'EDL ici. Un parti d'extrême droite, donc qui n'a aujourd'hui plus d'existence légale, mais qui reste un point de ralliement pour les émeutiers. 2 policiers repartent, apparemment satisfaits des réponses de Marc et Sarah. Je comprends pas. Il leur dit pourquoi vous cachez leur visage, et l'autre disent il n'y a pas de DL ici. Ah d'accord, en fait les policiers étaient là. Est-ce que... Ah d'accord, putain, on a tellement pas l'habitude. Les policiers étaient venus voir les mecs masqués dans le rassemblement pour leur dire vous êtes pas des fachos, vous cachez pas votre visage parce que vous êtes des fachos et que vous allez faire des troubles plus tard sur la manif. En fait, ils venaient protéger les manifestants. C'est ça. On n'a pas l'habitude, on comprend pas. Et donc eux, on va détorquer, c'est pas nous le DL, hein, vous en faites pas. Et les autres sont repartis satisfaits. Vous avez compris? C'est le monde à l'envers. Bon, c'est... Ouais, c'est bizarre, hein. Ah non, on n'est pas habitué chez nous, hein. On n'est pas habitué. Parce que nous, on dit, non, si, je vous jure, on est aussi un peu raciste comme vous, la police, y a pas de problème. Et c'est là qu'ils t'emmerdent pas. Mais alors, si tu leur dis, non, je suis pas facho, ils font, ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous pensez que nous sommes fachos. Donc, si les membres des forces de l'ordre sont nombreux ici, mercredi, à Birmingham, et que les agents gardent un œil sur les jeunes cagoulés, les seules fois où ils élèvent la voix ou lèvent un bras pour pousser la foule et qui écoutent les discours du stand-up to racism sur le bitume, je comprends rien à ce que je lis. Les seules fois où ils élèvent la voix ou lèvent un bras sont pour pousser la foule qui écoute les discours de stand-up to racism sur le bitume, malgré la circulation des voitures. Bon, c'est de la gestion de foule, quoi. Plusieurs automobilistes signalent d'ailleurs leur soutien en klaxonnant ou en lançant des insultes contre l'IDL depuis leur volant. Donc l'English Defense League. C'est un peu une milice, j'imagine, de suprémacistes blancs qui a donc apparemment été dissoute, mais qui est quand même un point de rencontre, nous disait l'article. Nous sommes ici parce que nous aimons nos voisins, dit un intervenant de Stand Up to Racism. Ils pensaient que personne ne leur tiendrait tête et ne dénoncerait leur idéologie toxique. Putain, je deviens François Ruffin. François Ruffin prend possession de mon corps. Mais nous manifestons. Eux, ils créent des émeutes. Nous rassemblons. Eux, ils divisent. Après une grosse heure de discours prononcé sur le point de rendez-vous, les manifestants marchent vers le centre-ville de Birmingham en scandant « Les réfugiés sont bienvenus » ou « Racistes, rentrez chez vous », mais aussi des slogans pro-palestiniens ou hostiles à Israël. Quand certains entonnent « Allahu Akbar », les organisateurs noient les cris avec d'autres slogans dans les mégaphones. Mais ces mots ne dérangent pas Eilish, qui dit « Dire que Dieu est grand, c'est une opinion ». Si c'est ce que vous pensez, je vois pas le souci, quelle que soit la langue dans laquelle c'est prononcé. Ah, et qui c'est qui avait dit? C'est pas chez nous, c'est pas Marine Tondelier qui avait dit qu'on ne devait pas prononcer Allahu Akbar en manif? Alors que, en fait, je pense qu'il y a un truc, en effet, communautaire. C'est les Arabes qui sont... c'est les musulmans. En plus, il y a les Pakistanais qui sont musulmans aussi, en Angleterre. Qui, en fait, vivent ça comme un truc communautaire, si tu veux. De crier Dieu est grand. Mais oui, c'est Tondelier qui avait dit, on veut pas entendre ça en manif. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça fait peur, ouais, ça fait peur, hein, des Arabes qui disent, ou des Pakistanais apparemment qui disent Allahu Akbar, bon, bref. Et ben eux ils disent non, dire que Dieu est grand, c'est une opinion. C'est free speech, hein. C'est free speech ou pas? Si c'est ce que vous pensez, je vois pas le souci. Bon, cette Anglaise de 31 ans avait hésité à venir ce soir au rassemblement de Stand Up to Racism. J'étais persuadé qu'il allait y avoir des contre-manifestants et je craignais de la violence, raconte-t-elle. Mais je pense que ce qui s'est passé au cours des dernières 24-48 heures a montré que la police réagit vigoureusement face aux violences. Eilish a suivi les fils d'actualité sur son téléphone et elle se réjouit de voir que dans tout le pays, les manifestants antiracistes sont nombreux. L'extrême droite est dépassée en nombre, annonçaient plusieurs médias dès mercredi soir. Les manifestants et manifestantes et les autorités espèrent qu'un tournant a eu lieu et que se profile la fin des violences racistes, surtout s'ils ont bidé.
Parce que quand t'appelles à des rassemblements et qu'en fait il y a personne, au bout d'un moment, t'es un peu moins crédible, quoi. Donc les gens vont dire, ils ont appelé un rassemblement, mais la dernière fois il y avait personne. Donc ça va s'épuiser aussi peut-être un petit peu comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a donc voilà et la manipulation des faits liée à l'attaque au couteau de Southport qui a coûté la vie à 3 petites filles le 29 juillet. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, le suspect n'est ni musulman ni un demandeur d'asile arrivé illégalement dans le pays. J'ai vécu ici toute ma vie, disait mercredi après-midi une jeune fille portant un hijab. Mais je me suis jamais senti aussi peu en sécurité qu'en ce moment même. J'ai l'impression que lorsque je sors de chez moi, je dois regarder tous les côtés. J'ai peur que quelqu'un me crie dessus, m'insulte ou m'attaque. Ça devient la France ou quoi, là ? La jeune femme de 21 ans a tenu à rester anonyme, tout comme l'ami qui marche à côté d'elle. Elles ne veulent pas se promener seules en ville en ce moment, disent-elles. Elles ne vont que là où il y a du monde pour se sentir moins vulnérables. Même quand elles passent devant un camion de policiers, elles ne sont pas rassurées. Si des musulmans provoquaient des émeutes, détruisaient des commerces, brisaient des vitres, blessaient des gens, ils nous traiteraient de terroristes, remarque-t-elle. Mais parce que ce sont des blancs qui le font, c'est de l'activisme. Tous deux, alors, ouais, mais enfin bon, quand même, je sais pas comment ça se passe dans les médias, comment ils en parlent dans les médias anglais. Par contre, là, la réponse policière et judiciaire, elle a l'air d'être quand même au rendez-vous, non ? Faudrait voir comment parle la police, la télé. Donc tous deux voudraient que ah ouais, ben oui. Ah d'accord. Tous deux voudraient que les émeutiers soient accusés d'actes terroristes. Voilà. Une possibilité envisagée pour certains cas parce que en fait même là rajouter racisme, en fait, tu sais qu'une agression raciste tu prends plus cher que c'est une agression tout court. Peut-être que des émeutes racistes tu peux prendre plus cher que des émeutes tout court. Après tout. Je sais pas. Enfin je sais pas comment ça se passe en Angleterre. Puis je suis pas juriste, je dis peut-être des bêtises énormes, des bêtises grosses comme moi. Une possibilité envisagée pour certains cas par les autorités judiciaires, donc ils l'envisagent de mettre terrorisme, mais d'autres estiment que cela donnerait un vernis idéologique à des arguments opportunistes. Je comprends rien. Enfin, je comprends pas pourquoi faudrait ou faudrait pas, je ne tranche pas. Le Premier ministre insiste depuis le surgissement des événements sur le fait que les fauteurs de troubles seraient avant tout des voyous. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, le policier qui dit des voyous et des criminels. Eux, ils veulent criminaliser le truc et donc le dépolitiser. Et donc eux ne pas prendre le motif politique au sérieux et dire là on a une émeute de voyous, en fait on a une émeute de hooligans, presque, c'est du hooliganisme. Comme ça il n'a pas à se prononcer sur le modèle multiculturel ou je sais pas. Non, on prend pas ça au sérieux, on vous prendra pas au sérieux tant que ce que vous ferez c'est des émeutes. C'est un peu leur stratégie, j'ai l'impression. Keir Starmer a aussi martelé qu'il n'échapperait pas à la justice. Mercredi, 3 émeutiers ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 20 mois à 3 ans. Ah ouais, ça calme. Oh putain, 20 mois à 3 ans. Waouh, je sais pas ce qu'ils avaient fait ceux-là, mais j'espère que c'est pas pour un bris de vitre, parce que si tu commences à poser ça comme échelle de proportionnalité, plus de 500 places dans au moins 3 maisons d'arrêt ont été préparées pour recevoir les fauteurs de troubles qui seront reconnus coupables dans les prochains jours. Le gouvernement travailliste accélère son programme de libération de certains détenus à 40% de leur peine pour faire de la place dans les centres d'incarcération. Ancien procureur général, Keir Starmer estime qu'une justice rapide et intraitable, autant dire expéditive, peut dissuader les fauteurs de troubles, mais quand l'atmosphère sera plus sereine, le Royaume-Uni ne pourra pas faire l'économie d'un examen de conscience. Pour beaucoup, ce qui se passe en ce moment est la répétition des tensions raciales que nous avons connues dans les années 60, 70, 80, a déclaré un des orateurs de Stand Up to Racism. Cette fois-ci, nous devons mettre fin pour de bon à cette menace fasciste. La foule a applaudi copieusement, mais ces troubles et émeutes pour demander la fin de l'immigration s'appuient sur une structuration difficile à contrer, comme l'a montré le haut score, 4 millions de votes, du parti populiste Reform UK lors des élections du 4 juillet. Merci Marie Billon. Alors, mais évidemment que ça pose le même problème que chez nous, c'est-à-dire que c'est comme quand on est là, ouais, la gauche, on a gagné les élections, avec on a 12 000 députés RN dans l'Assemblée. La vraie question, c'est comment on rend les gens moins racistes, en fait, au bout d'un moment. Je pense que ça passe par les médias en grande partie. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est l'énergie que j'y consacre. C'est parce que je crois qu'il y a vraiment un vrai travail à faire sur les médias. Mais il va falloir. Ouais, il y a l'éducation, évidemment, il y a l'éducation. Il va falloir déradicaliser un petit peu tout le monde, là. Hein, dénazifier, d'aucuns diraient dénazifier, peut-être, oui. Ouais, bon, très bien. Alors, on continue. Ah, comme ça, je vais pouvoir faire ma pause clope. On va commencer par les peines de prison ferme pour incitation. Ah non, on va commencer par Keir Starmer. Je suis obligé de vous le lire, là. Je peux pas faire ma pause clope parce que c'est tout à l'écrit, là. C'est juste un short de AG+.
très factuel, mais qui vous fait le portrait du gars. Donc Tommy Robinson, qui est un des principaux influenceurs FAF en Angleterre. Et vous allez voir, il y a deux trucs intéressants dans ce petit short. Je vous le lis. Attaque à la tronçonneuse. Vous avez vu l'image de l'attaque à la tronçonneuse? Deux musulmans supposés dans une bagnole, et le mec il rentre dans une station-service, il ressort avec une tronçonneuse. Les gars se barrent en bagnole direct. Vous avez vu l'image de la tronçonneuse ou pas quand même? On en est où là? Non mais on est où là? Voilà, vous avez vu. Alors il ne lésine pas, Edgy Plus, sur la musique de l'angoisse. Hein. On s'en fout là. C'est un peu envahissant d'ailleurs la musique. Dégâts matériels, passage à tabac ou encore crachat sur des personnes non blanches. Faut peut-être que je baisse un peu, non, le son, non? Ah non, vous l'aviez pas vu Ah d'accord. La tronçonneuse, ouais, carrément. On y va, la tronçonneuse. Hop, je baisse un peu la zik, voilà. Ce sera mieux. Donc passage à tabac, crachat sur des personnes non blanches et tout. Donc il y a un climat qu'on connaît, ces trucs... c'est pas une tronçonneuse, c'est un taille-et. Mais... Waouh. Merci. Et d'autres membres de la communauté musulmane, d'accord. Le Royaume-Uni s'enlise dans des émeutes racistes de plus en plus violentes. À l'origine de ces attaques, Tommy Robinson. Le 29 juillet 2024, ce militant d'extrême droite aux 900 000 abonnés sur X relaie une fake news affirmant que le meurtrier des 3 petites filles de Southport est un demandeur d'asile musulman arrivé en bateau en Angleterre un an auparavant. Même si l'information est démentie, le fauteur de troubles continue d'alimenter les vagues de violences racistes et xénophobes depuis un hôtel 5 étoiles à Chypre. Et alors là, c'est où il passe ses vacances. Putain, l'image... Comment on revient en arrière là? Si je fais ça, là, ça revient en arrière. Ah non, merde, ça revient pas du tout en arrière. Attaque à la tronçonneuse. Merde, j'ai remis là. C'est pas grave. Je ferai arrêt sur image sur le... Vous voyez les bourgeois de merde, là, il est là. Hôtel 5 étoiles. C'est pas... Tu sais, tu te dis, bon, vacances à Chypre. Ouais, tout le monde peut prendre des petites vacances à Chypre. 5 étoiles. Et il est là, depuis chez lui, il organise le foutoir. Il tweet des trucs racistes. Et il y a littéralement une photo de lui en slip au bord de sa piscine de riche de merde. Et voilà quoi. Et voilà. Alors, donc déjà, sur le rôle, tu sais, vous savez, sur lequel on insiste quand même souvent, le rôle de cette espèce de bourgeoisie de merde qui a complètement choisi son camp et qui, pour le coup, j'ai envie de dire, organise le chaos. Et vous allez voir, il y a une info après. Voilà, regarde-moi ça, regarde-moi ce porc, regarde-moi ça. Et il est là, ouais. Et il y a une petite info derrière, vous allez voir, Barbure tu l'as, on remet la musique grave, où il passe ses vacances, voilà, bon, il est en vacances, et il organise du racisme. De son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, Tommy Robinson naît en Angleterre, à Luton, une ville où le British National Party a organisé des actions. Attends, oh putain, ça va trop vite. Il a déjà organisé des actions, enfin le parti avait organisé des actions contre les Noirs et les Asiatiques. Il cofonde l'English Defence League, donc il y a littéralement... Cette histoire d'English Defence League, c'est lié à Tommy Robinson, c'est pour ça que l'autre disait il n'y a pas de DL ici. Un mouvement nationaliste ouvertement, puis quand tu l'appelles Defense League, c'est-à-dire que Ligue de défense, hein, c'est comme la LDJ, la Ligue de défense juive, c'est une espèce de milice, t'es là pour faire la violence, anti-islam, anti-immigration. Il le quitte en 2013 mais continue de diffuser des messages de haine en ligne. En 2018, voilà, ça c'est intéressant, je trouvais que c'était l'autre... C'était comme... c'est l'autre intérêt... oh là là... Ruffin, quoi, je me ruffinise. En 2018, son compte Twitter est suspendu pour comportement haineux. Comportement émeux. Vous savez, les ordres d'autruche. Mais tu te comportes comme une autruche. Et rétabli par Musk en 2022. Voilà. Rétabli par Musk en 2022, c'est-à-dire que son compte X à 900 000 follow, si ça se trouve, s'il l'avait pas, il y aurait peut-être pas eu les émeutes. Et derrière, là, tu fais une chaîne de responsabilité, t'arrives quand même à cet abruti de Musk. C'est pour ça que je vous le dis, suivez-moi sur Instagram, parce que je pense qu'à un moment, il va falloir brûler Twitter.
Il le faut, on en a tous besoin. Ce monde irait mieux sans Twitter, quelque part. Pensez pas, au bout d'un moment, le monde a passé le besoin de Twitter. Vous avez vu toutes les interviews d'Elon Musk. Zouk c'est mieux, mais j'en sais rien si Zouk c'est mieux. Mais enfin non, Elon Musk est un nazi qui ne se cache pas, qui fait pas semblant en fait. Il fait pas semblant. Les autres, je sais pas ce qu'ils pensent, les autres milliardaires de je sais pas quoi. Je sais pas ce que pense Bill Gates. Je sais pas ce que. Mais au moins c'est pas des nazis assumés comme lui quoi. Qui a la main sur un truc, mais il n'a pas rétabli que, vous le savez peut-être pas, mais il n'a pas rétabli que Tommy Robinson, il a rétabli Soral, au nom du free speech. Soral qui s'était fait péter aussi pour hateful conduct, conduite haineuse aussi. Donc c'est littéralement, mais arrêtez de me dire Blue Sky, Mastodon, je sais pas quoi, oui, je sais bien. Mais pour l'instant, en fait, je suis obligé de rester sur Twitter parce qu'il y a encore tout sur Twitter, quoi. Que ce soit les médias, les machins, les DM, c'est pratique pour les journalistes et tout. Enfin, pour le boulot, je suis obligé. Franchement, si j'avais pas ce boulot-là, peut-être que je partirais. Je serais peut-être même déjà parti. Donc, rétabli par Elon Musk en 2022. Fervent partisan du sionisme, il déclare dans une vidéo qui a fuité. Palestine. Fuck Palestine, hein, s'il y avait une guerre qui commençait, je serais là en première ligne afin de me battre pour Israël. Mais alors toutes les extrêmes droites européennes sont des soutiens d'Israël, hein, parce que vous voyez dans leur tête, alors ça veut pas dire qu'ils sont pas antisémites, mais dans leur tête, justement, à la fin du 19e siècle, vous savez, les sionistes avaient le soutien d'une partie de l'extrême droite qui disait mais c'est très bien, les juifs en Israël en fait. Partez en Palestine à l'époque, il disait. Allez-y, comme ça vous serez plus chez nous. Et puis ça entretient l'idée que si vraiment les Juifs, leur État à eux c'est Israël, ça veut dire que c'est vrai qu'ils sont pas tout à fait anglais ou ils sont pas tout à fait français. Et cette idée est entretenue par Israël, évidemment, qui dit à tous les Juifs on est un destin commun, vous devez venir chez nous, vous finirez par faire votre alia et tout, etc. Pas tous, mais l'idée c'est... Et donc l'extrême droite est évidemment complètement d'accord avec ça, et tu rajoutes à ça que c'est une guerre qui s'inscrit dans l'axe de... Vous savez, le conflit de civilisation, là, Fukuyama, machin, maintenant nos adversaires, en fait, c'est l'islam, machin. Donc nous les occidentaux contre l'islam, il a suffi de dire allez, Israël est dans l'axe occidental, hein, de toute façon, soutien des États-Unis, à la base ça a été créé mandat britannique et tout, et puis il y a des Européens, et puis ils essayent plutôt de s'inscrire dans cet espace-là contre le monde arabe autour qu'ils trouvent menaçant et qui pour le coup les a déjà attaqués et tout. Donc parfait, c'est l'axe du mal en face, les Arabes, l'islam. Et donc pour un militant d'extrême droite, ça colle complètement. Évidemment qu'il veut se battre pour Israël, évidemment qu'il veut aller tuer des Arabes, quoi. Connu des services de police depuis 2003, il est condamné à plusieurs peines de prison et à des travaux d'intérêt généraux, notamment pour bagarre, fraude et possession de drogue. Face à l'augmentation des actes racistes, le Premier ministre a averti le 4 août 2024 les auteurs de violences. Il leur a dit « Je vous garantis que vous regretterez d'avoir participé à ce désordre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ceux qui l'attisent en ligne. » Et justement, qu'est-ce qui se passe en ligne Huntington, pas Fukuyama. Pas exactement. Qu'est-ce qui se passe en ligne? Alors là, je vais remonter le son parce que Laura va nous dire des trucs. Peut-être qu'ils vont adapter leur dispositif judiciaire pour... oui, parce qu'en fait, si en ligne, ça aboutit à des émeutes... Et on va voir qu'est-ce qu'on garde, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce que je veux dire combien de temps aussi avant que ça se retourne contre notre gueule. Si nous on dit allez, il y a manif dimanche, tout le monde a la manif non, c'est rarement le dimanche. Il y a manif l'autre jour, là jeudi. Est-ce que c'est pas un appel à l'émeute? Est-ce que ça peut pas se retourner contre nous si on se retrouve avec un gouvernement Bardella? Nous par exemple, sûrement que si. Alors Laura, énormément de réactions aussi au Royaume-Uni après le commentaire d'Elon Musk qui... Wesh. Elon Musk, il a dit quoi, Elon Musk? Encore Elon Musk? Alors Laura, énormément de réactions aussi au Royaume-Uni après le commentaire d'Elon Musk qui parle d'une guerre civile inévitable. Ça fait énormément réagir à Londres. Ah quand je vous disais que c'était un nazi, une guerre civile inévitable. Exactement, et d'ailleurs ce commentaire a fait la une guerre de civile. La quasi-totalité de la presse. Oh là là, le bâtard. Parce qu'une guerre civile, c'est quand
t'as vraiment deux parties d'une population qui sont pas d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, quel programme politique. Par exemple, tiens là, on est en train de parler de, la guerre civile espagnole par exemple évidemment, mais est-ce qu'il y aura pas une guerre civile en Israël dans pas longtemps, c'est-à-dire à la fin de la guerre, peut-être que les colons vont pas vouloir arrêter de coloniser. Colons arrêtent de coloniser, et donc peut-être que le gouvernement va être forcé de leur dire non, je suis désolé, là on est un peu dans la merde au niveau droit international et tout, parce que là vous avez vu que Israël est tiraillé par son extrême droite, ses colons, le mouvement des colons, qui eux veulent continuer, et d'autres qui disent en fait ça nous attire aussi des emmerdes. Est-ce que va pas y avoir une guerre civile interne quand la guerre sera retombée? Est-ce qu'aux États-Unis, je lisais des trucs qui parlaient de pourrait y avoir une guerre civile, une nouvelle guerre civile aux États-Unis, si vraiment la France les États-Unis progressistes et les États-Unis réactionnaires à un moment ça marche plus? Est-ce que la Californie fera pas sécession? Est-ce que c'est ça une guerre civile? C'est quand vraiment dans le pays il y a un truc comme ça. Quand Elon Musk parle de guerre civile, quand l'extrême droite parle de guerre civile, ils parlent d'émeute raciale en fait. Ils parlent de lynchage d'Arabes. C'est-à-dire, ils veulent que... ça n'est pas ça une guerre civile. Une guerre civile inhéritée. Eux, ils parlent d'une guerre civile raciale. Ils ont hâte qu'on y arrive, ils la précipitent. Ils arrêtent pas en France aussi de dire on va vers la guerre civile raciale, machin. Et t'écoutes Reconquête, ils disent ça tout le temps. On peut pas, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Parce que nos deux populations, nous et les étrangers, ceux qui du coup ne sont pas des vrais Français, parce que musulmans, parce que je sais pas quoi, on peut pas vivre ensemble, donc il y aura une guerre civile. Voilà. Donc apparemment, Elon Musk a dit ça à propos de l'Angleterre. Et ça fait réagir en Angleterre. On écoute notre reporter sur place, Laura Calmus, correspondante de BFM TV à Londres. Britannique ce matin, le Daily Telegraph ou encore le Times ou le Daily Mail, le tabloïd qui titre d'ailleurs colère envers colère envers Elon Musk. Il y en a dans le chat, il y en a un qui dit il y a des flics qui le souhaitent. Mais les flics souhaitent, mais c'est pas une guerre civile. Si c'est juste les flics qui vont taper les pauvres étrangers. C'est pas ça une guerre civile. Par contre, évidemment que c'est eux c'est ce qu'ils souhaitent. Qu'il y ait des petites manifs, là, des émeutes raciales, ils adorent, en fait, ils chient un peu dans leur phoque, mais en fait, ils attendent que ça. Je veux dire, après Naël, fallait les voir. Ils étaient là, ils étaient chauds, en fait. Ils étaient là, c'est la guerre civile, ça y est, on y est, c'est la guerre civile raciale qu'on vous avait promis, elle est là, c'est le début. Elon Musk. Et pour comprendre, il faut regarder de plus près ces posts d'Elon Musk. En réponse à une vidéo d'un manifestant qui a jeté des feux d'artifice sur les policiers, eh bien, Elon Musk répond « La guerre civile est inévitable ». Un commentaire qui a fait réagir le gouvernement. Il ne pouvait pas éviter, étant donné que Elon Musk est suivi par 193 millions d'abonnés. Alors, le gouvernement a réagi en disant qu'il n'y avait aucune justification pour de tels commentaires. Mais le milliardaire ne s'arrête pas là. En fait, il a fait des commentaires quasiment toute la journée. Un autre commentaire, il répond à un post de Keir Starmer. Mais c'est ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucun sujet qui l'intéresse autant que ce truc-là, Elon Musk. Et ce mec, c'est une horreur. Keir Starmer, qui condamnait les violences envers les musulmans, Elon Musk répond « Ne devriez-vous pas être préoccupé par les attaques contre les autres communautés ?» Un message, une querelle qui rend encore plus compliquée la situation pour le gouvernement, et à savoir qu'Elon Musk interagit aussi avec Tommy Robinson. Tommy Robinson qui est le créateur de IDL, English Defense League. C'est eux qui sont à l'origine de certaines des émeutes et certaines des manifestations. Donc c'est une situation difficile aujourd'hui pour le Premier ministre. Quoi? D'accord, ok. Bon, bref. Situation difficile pour le Premier ministre. Bon, vous voyez, ce que vous aurez... On y a passé un peu de temps, on y a passé 1h15 sur l'Angleterre, mais c'est pas plus mal. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux les forces en présence, l'English Defense League, Tommy Robinson, la doctrine un petit peu du gouvernement qui est de les criminaliser, de dire que c'est des voyous et tout. Et vous voyez un petit peu mieux aussi les liens avec Elon Musk, les trucs en ligne, pourquoi ça doit être traité assez au sérieux. Bon, alors par contre, c'était pas du tout ce qu'il nous avait dit là. Moi j'avais cliqué sur émeute au Royaume-Uni, une peine de prison ferme pour incitation à la haine en ligne, et il me parle d'Elon Musk. Peut-être parce que ça a refresh et que c'est parti sur un autre truc. Bon bref, c'est pas grave. On arrête avec l'Angleterre, c'est bien, le petit point.
Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler... on va parler de politique de la France, voilà. À gauche, l'été très politique de Raphaël Glucksmann, François Ruffin et François Hollande, puisque Ruffin a pris possession de mon corps, de toute façon, de mon élocution en tout cas, il va falloir utiliser cette opportunité pour faire des imitations de qualité dans cet article qui ne manquera pas de citations, soyons-en persuadés. Donc, qu'est-ce qu'ils font les trois autres là, pendant que c'est l'été? Comment ils peuvent emmerder Mélenchon? Comment ils peuvent indiquer un cap clair pour inverser le rapport de force? Voilà. En lisière du nouveau Front Populaire, les trois élus tentent de ravir le leadership à l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Alors pour Raphaël Glucksmann, c'est quand même compliqué parce qu'il a 1 ou 2 députés à tout péter, il en a un. Là, je crois qu'il y en a un autre qui se rapproche de lui. Ruffin, il a pas tant de monde que ça, il est dans le groupe des écologistes, ça va être quand même un peu compliqué aussi. François Hollande, c'est le plus dangereux en fait des trois. En vrai, soyons honnêtes, c'est le plus dangereux. Moi François, le retour de François Hollande, je vous dis, ça me met pas bien. Je suis pas optimiste. François Hollande a surveillé. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire ça. Parce que bon, Glucksmann, on sait pourquoi il est là. Hein. On sait qu'il est là pour dézinguer les insoumis, en gros, il est là pour ça, pour contester la ligne politique, pour que la gauche soit une gauche pro-américaine, pro-européenne, je sais pas quoi, donc pas insoumise, voilà. Et si possible libérale, voilà. Bon. Mon premier, l'article qui commence trop bizarre. Mon premier peut crier au scandale, malgré ses 13,8% inattendus aux élections européennes du 9 juin, qui ont ravivé les couleurs d'un parti socialiste décati. Il est marginalisé, le soir même des résultats, par la dissolution de l'Assemblée nationale, qui précipite le pays dans un brouillard politique des plus épais. Donc ça doit être Glucksmann. Mon deuxième a décidé de divorcer brusquement d'avec sa famille politique originelle, la France Insoumise, entre les 2 tours des élections législatives le 30 et 7 juillet, après avoir été le premier promoteur du nouveau mouvement unitaire, le fournisseur officiel du slogan « Nouveau Front Populaire ». Alors là, vous avez compris, on parle de Ruffin, vous l'aviez évidemment dans le chat. Un indice chez vous, Karine, gilet jaune. Amazon. Mon troisième est un ancien président de la République, en retrait de la vie politique active depuis 2017, mais fraîchement réélu député socialiste de la Corrèze et revenu pour équilibrer la gauche. Seule condition... Je fais très mal François Hollande. Je fais toujours très très mal François Hollande. Ça ne s'est pas amélioré. Je n'ai pas travaillé François Hollande. Seule condition pour qu'elle gouverne de nouveau toute la France. Mon tout, ce sont Raphaël Glucksmann, François Ruffin et François Hollande qui affichent un objectif partagé, mais non mutualisé. Oui, parce que je pense que Ruffin est... vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Glucksmann il a écrit une lettre à Ruffin ou je sais pas quoi, lettre ouverte à Ruffin, et que Ruffin, alors parce que lui il s'est dit avec Ruffin peut-être qu'on peut emmerder Mélenchon, comme ça si moi je deviens pote avec Ruffin, bam en fait c'est nous la gauche et gna 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 et Ruffin lui avait répondu en substance. Moi je suis pas d'accord avec le truc libéral, les délocalisations, donc moi mon cap clair c'est que d'abord Karine, gilet jaune et tout, et les emplois, et ça c'est pas Raphaël Glucksmann qui s'en fout, voilà. Et il lui avait répondu comme ça parce qu'il est un peu... à une époque il aurait dit je suis un peu souverainiste, etc. quoi. Et maintenant bon un peu moins, mais Raphaël Glucksmann et François Ruffin c'est pas du tout la même culture politique. Je veux dire, si leur seul point commun c'est l'anti-mélenchonisme, mais Raphaël Glucksmann l'a tenté, le rapprochement en tout cas, quand même. Il l'a tenté. Donc François Hollande, qui affiche un objectif partagé, mais non mutualisé, devenir l'unique porteur d'une nouvelle flamme à gauche, et pour contester pour ce faire, le leadership de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, ils sont en lisière d'un NFP qu'ils ont soutenu sans participer directement à son édification. Un NFP qui attend d'être appelé à Matignon. Eux espèrent une rentrée bouillonnante, tout à leur avantage. Pourquoi bouillonnante, tout à leur avantage? Depuis les législatives, hormis une interview dans le Nouvel Obs du 11 juillet, Raphaël Glucksmann a pris du champ, jusqu'à une évaporation volontaire. Pas une phrase sur le choix de Lucie Castet. Mais ça, c'est génial. Tu vois, c'est comme les mecs... Là, pour le coup, vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle Arnaud Montebourg. Les mecs, ils se pointent quand il y a une élection. Oh, tiens, je peux gagner, je peux être en tête à gauche, je peux être... Et puis, dès qu'ils perdent, dès que c'est plus leur tour, dès qu'ils sont plus le centre de l'attention, dès que ça y est, les autres gens font de la politique, oh, ça les intéresse plus, c'est plus intéressant,
Mais comment tu veux être un homme politique? Vraiment, Raphaël Glucksmann, t'as vraiment l'impression du mec qui joue à l'homme politique. Sauf que là, ça y est, ça le saoule. Peut-être il est en vacances, je sais pas. Peut-être il y a les JO, c'est plus intéressant. Mais Taubira aussi est un peu comme ça, oui, c'est vrai. Peut-être il y a les JO, c'est plus intéressant. Donc du coup, il laisse les gens qui sont vraiment en politique pour de vrai faire les trucs. Il les commente même pas. T'as même pas un avis, frère. T'as rien à dire. T'as rien du tout. Mais ça t'intéresse pas tant que ça, la politique, en fait. Moi, ça, il me rend fou, lui. Hein. Non, Jadot, c'est pas vrai. Jadot, il est pas complètement comme ça. Non, Jadot, il a donné des interviews ces derniers temps et tout. Non, arrêtez. Jadot, il est vraiment en politique, Jadot. Mélangez pas tout. Mais il y a des gens, on les entend pas pendant des séquences entières. Ça peut durer 2 ans. Et ils reviennent quand... Non, Ruffin, pareil. Ruffin, quand t'es député, tu peux pas faire ça. Parce que député, on te demande ton avis tout le temps. On te met dans la bataille. De toute façon, tu es dans la bataille, tu es dans l'Assemblée. Donc les députés peuvent pas vraiment faire ça. Non, là, je parle des gens un peu à côté. Non, pas Valls. Valls, il est là tout le temps. Il donne son avis tout le temps sur les chaînes d'extrême droite. Donc non. Non, vraiment, voilà. Bon, donc Glucksmann, il est pas là. Pas une phrase sur le choix de Lucie Casté comme candidate unique du NFP pour Matignon. Pas un mot sur Huguette Bello, Laurence Toubiana. Les tentatives précédentes abandonnées. La politique assèche, commente-t-il. Il faut se ressourcer pour donner du sens à sa parole. Je le fais pas bien non plus. La politique assèche. Mais quoi? En fait, t'es pas dedans, gros. Si t'as besoin de te reposer de la politique, t'es pas dedans. Moi, je peux pas faire une semaine sans commenter ce qui se passe. Je peux pas passer 3 jours. Je peux pas passer 2 jours sans tweeter. Si t'es vraiment animé par la politique, gros. Ça m'assèche. J'ai besoin d'aller lire des livres au bord de la mer. Il m'énerve. Il y a peu de gens qui m'énervent comme lui. Je sais pas pourquoi. Mais oui, c'est ça, je suis pas le centre de l'attention, alors ça m'énerve, ça m'intéresse plus. Son été est effectivement studieux. Il lit l'intégralité de la production programmatique social-démocrate. Mais oui, parce que c'est sa mission. Sa mission, c'est de refaire une gauche social-démocrate, donc libérale économiquement, pro-atlantiste, etc. Mais vous voyez, c'est tellement obvious. C'est tellement obvious. Et vu qu'en fait, tu pourrais dire, ouais, c'est ma passion, j'ai toujours été... Mais en fait, c'est même pas sa passion. C'est qu'il bosse, il est obligé de... Bon alors, vu que mon truc, c'est que je dois faire un truc social-démocrate, je vais lire... c'est quoi déjà les social-démocrates? Je vais regarder comment ils ont fait en Allemagne, comment ils ont fait en Angleterre pour baiser ce Jeremy Corbyn, etc. quoi. C'est ça qu'il est en train d'étudier, quoi. Merde. Donc, il regarde ça pays par pays à l'échelle européenne pour édifier un projet de société continentale. Société continentale. Ok. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est son truc c'est son sceau fédéral, ça, la société. Il s'octroie quand même, tous les soirs, une visite festive au Club France des JO. Non mais, Mais... Merci Dardès. Mais... J'adore. Il se passe un truc assez fou dans ce pays qui ne va pas bien. Avant de prendre quelques jours de vacances en Corse. En Corse. Eh mais je le déteste. Je le déteste. Déteste sur 20. Ouais, il doit boire du champagne le soir. Bah oui, il est à Salamé, elle a son émission obligatoire là où elle boit du champagne le soir avec alors sauf Léon Marchand qui a pas voulu y aller, d'ailleurs ça j'étais mort de rire. Donc bon bref, lui il est dans l'ambiance JO, c'est super, petite champagne, ça va Léa, ouais c'était bien ce soir. Ouais. Moi je sais pas, je vais aller lire en Corse sur la social-démocratie européenne. Faut que je travaille pour la rentrée pour baiser Mélenchon. Bon, il m'énerve. L'art suprême du détachement. Il est compliqué de humer ses aspirations. Cultiver la rareté de la parole politique est une stratégie assez classique pour se laisser désirer, mais Raphaël Glucksmann semble aussi payer le contre-coup d'une terrible désillusion quand il se fait dérober sa victoire européenne. J'aime beaucoup le fait que ce soit entre guillemets la victoire européenne. Il est arrivé à la 3e place, donc il se fait voler sa victoire par la dissolution de l'Assemblée nationale. Chouchou. Oh, t'es passé à ça d'être le premier rôle, quoi, d'être intéressant. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le JT, il fait un cap clair. On va pas faire un... Et tout le monde se fout de sa gueule pendant 1 mois avec ça. Et là, il est là, ça se trouve, il bad, il est là, le prochain qui me parle de cap clair. À mon avis, il est gavé.
Donc voilà, alors qu'il a rassemblé plus d'1 million d'électeurs de plus, 1 million d'électeurs de plus que LFI dans un scrutin de merde qui n'arrange pas LFI. Or, l'activation de sa dynamique personnelle n'a pas eu lieu. Mais il attendait que ça tombe. En fait, il a pas compris que la politique, c'est pas ça. T'attends pas que ça tombe, t'attends pas qu'on dise bravo, t'es premier, allez, on se met derrière toi. Ça se passe jamais comme ça. T'es premier, tout le monde veut te buter, déjà, d'une part. Et deuxièmement, tu veux un mouvement, tu le fais. Tu crées un truc. Mais lui, il sait pas faire. Lui, il va lire des livres. Il va au truc des JO. Tout s'est joué en quelques heures, le soir de la dissolution. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, celui qui l'avait installé tête de liste pour les européennes. Alors, celui qui l'avait installé tête de liste, ils font un cap en Corse, un cap avec une villa et des livres. Olivier Faure, qui, en fait, ils avaient dit, bon, bah, ça permettait pour le PS de remettre Glucksmann aux européennes. C'était, bon, déjà, on reconduit ce qui était là déjà là avant. Ça permet d'éviter des discussions et ça permettait d'éviter la bagarre à l'intérieur du PS entre la ligne des pro-François Hollande, la ligne des sociodémocrates, mes couilles, là. Et il faut un cap ferré. Il faut un cap d'ag. Oui, d'accord, allez, on va tous les faire. Donc, ça permettait d'éviter la bagarre, quoi, en gros. Entre la ligne Faure, qui est un patron précaire, qui a été, je le rappelle, élu, désigné à la tête du PS à 50,5%. Des voix face à Nicolas Maillot-Rossignol qui en avait 49,7, enfin 0,5. Donc lui, si on pouvait pas refaire la bagarre tout de suite, ok, très bien, vas-y Glucksmann. Mais qu'est-ce qu'il fait le soir des élections, le soir des résultats? Qu'est-ce qu'il lui dit à Glucksmann? Il l'incite comme d'autres à se mettre illico au cœur du jeu et à décréter l'union de la gauche autour de lui. Voilà, il lui dit bah vas-y mon coco, mets-toi au cœur du jeu. Bon. Lui, c'est un politique fort. Lui, il sait très bien ça. Il dit, vas-y, parce qu'on va pas te ménager une place, te faire une place et dire, oh, bah du coup, c'est lui notre nouveau chef. Ça va pas se passer comme ça. Donc, toi, t'y vas. Tu t'imposes. Mais l'eurodéputé tâtonne, rechigne et rate le coche. Je ne sais pas. Je me sens pas désiré. Tu penses? Ouais. Je sais pas, ce soir, j'ai une soirée, de toute façon. Puis il y a les JO, je comptais... Il m'énerve! Le lendemain, sur le plateau de France 2, au lieu de se déclarer Premier ministrable en cas de victoire de la gauche aux législatives, il suggère le nom de Laurent Berger, l'ex-patron de la CFDT. Encore un coup de génie, c'est-à-dire que personne lui a dit de dire ce nom. Laurent Berger lui-même, il a fait « Ouais, je sais pas, c'est pas tellement mon... » Pourquoi? Le symptôme peut-être d'un manque de sixième sens politique. Ouais, un manque de sens politique tout court. Alors lui il répond, j'en sais rien, l'opportunisme politique c'est de dire je veux être Premier ministre. À cet instant ma seule obsession c'est que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir. Il faut le 7 juillet. Bref, au même moment Olivier Faure top avec LFI pour créer le NFP sans inclure Raphaël Glucksmann, pendant que l'autre était à la télé en mode on va m'écouter, tous les autres y travaillaient. À qui pourtant il avait proposé de construire un mouvement dépassant le PS. Les relations entre les deux hommes sont désormais glaciales, très bien. S'est-il senti trahi? Pierre Jouvet, numéro 2 du PS et député européen, l'assure. Raphaël a toujours été mis au courant de tout. Moi j'ai eu au téléphone le soir de la dissolution, le lundi. Il était mécontent d'un accord avec LFI, mais en vérité, rien n'a été fait dans son dos. Juste, on n'a pas besoin de le consulter, en fait, on s'en bat les couilles. Son parti, c'est qui? C'est 3 plein. On les connaît même pas. Et évidemment qu'ils vont pas lui demander son avis. Parce qu'évidemment, lui, il est là. Non, pas d'accord avec LFI. C'est son obsession. C'est son truc. Il est là pour ça. Il est là pour déglinguer LFI. Faire en sorte que... Et les autres, ils travaillent pendant ce temps-là. Ils ont un autre boulot. Eux, leur but, c'est la gauche au pouvoir. C'est pas juste de tuer à l'intérieur de la gauche LFI. Raphaël Glucksmann finit quand même par adhérer au NFP. T'as pas le choix, couillon, tu suis. Au soulagement des tenants de l'Union, au désespoir de ceux qui érigent l'anti-mélenchonisme en vertu cardinale. Oui, c'est ça peut pas être une vertu cardinale. C'est intéressant qu'ils mettent ça, qu'ils le soulèvent, que je suis pas fou, je suis pas zinzin. L'anti-mélenchonisme, ça n'est pas un programme, à moins que ce soit une mission. Raphaël Glucksmann, de la CIA. Désormais, l'eurodéputé attend son heure, en espérant qu'elle ne soit pas passée. Sa rentrée est annoncée ambitieuse. Je vais me consacrer à l'émergence d'un courant social-démocrate dans la société. Je suis convaincu que c'est ça, l'avenir. On sous-estime l'attente de quelque chose qui ne soit pas Emmanuel Macron ni Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est ça. Hein? Ouais.
Enfoiré. En octobre, Place Publique, son mouvement qui revendique 10 000 adhérents, organise sa rentrée d'automne, prémisse d'un mouvement de grande ampleur. Il y aura une attente d'une social-démocratie. Oh, vous m'énervez avec votre social-démocratie. Il y aura une attente d'une social-démocratie forte sur le fond, douce sur la forme. Sans outrance, analyse Aurore Laluc, députée européenne, coprésidente de Place Publique. Raphaël Glucksmann soulève beaucoup d'espoir. Sa parole suscite une attention toute particulière. Ouais, surtout chez les journalistes, mais alors chez les vrais gens, je te jure, c'est pas non plus zinzin. Hein. Faudra d'abord structurer Place Publique, qui peine à attirer des ténors politiques, même si Anne Hidalgo réfléchit à une adhésion depuis l'apparition du NFP, que la maire socialiste du Paris a soutenu du bout des lèvres. On va en parler de la maire socialiste de Paris, hein. Faveur, pression, mélange des genres, LVMH, et comme chez lui à la mairie de Paris. Tiens, est-ce qu'il y aurait un rapport entre, on va dire, ce qu'ils nous vendent comme la social-démocratie, est-ce que c'est pas juste être de droite, en fait, hein, être libéral économiquement, low-key raciste si possible, laïcité, valeur, parce que Anne Hidalgo elle est quand même là-dessus, hein. Bref. Donc moi je savais pas que, mais ça m'étonne pas. Certains membres des deux courants minoritaires au sein du PS qui, rassemblés, sont près d'être majoritaires, pourraient également hésiter à franchir le pas. Donc scission au PS. Ces minoritaires avaient voulu bâtir une confédération avec Raphaël Glucksmann pour s'appuyer sur sa notoriété, parce que eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas tellement de figures avec une notoriété de ouf. À la limite, je sais pas, Carole Delga qui est quand même présidente de région, d'accord, mais enfin, Nicolas Mayer-Rossignol, c'est quoi ça, maire de Rouen. La direction du PS n'avait pas donné suite. On a proposé à Raphaël de créer une confédération pour élargir le parti. À ce stade, il n'a pas rebondi, mais rien n'est trop tard. Mais c'est un dilettante. Le mec, il te laisse en vue. Je sais pas, ce soir, je vais boire des coups avec Teddy Riner. Quelquefois, le PS ressemble à un grand aquarium à l'eau bien trouble. Alors, stratégie beaucoup plus floue. On va arrêter de s'énerver avec Raphaël Glucksmann, on va passer à François Ruffin. Plus à gauche, François Ruffin est en vacances, en Ardèche, comme tous les ans. Il n'en dira pas plus. Le député de la Somme est chafouin. Le 9 juin, en plus de commenter le résultat des élections européennes, il devait poser publiquement le premier jalon de sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Emmanuel Macron a tout saccagé. L'audace du plan de l'ex-insoumis, en place depuis des mois. Une mise en orbite naturelle. Parce que je pense que le Nouveau Front Populaire, ça devait être son étiquette à lui. Pour plus tard. C'est comme ça qu'il l'a sorti peut-être aussi vite, non? Je sais pas. J'en sais rien, là c'est dans ma tête. Hein. On va voir ce qu'il y a écrit. Une mise en orbite naturelle pour la fonction suprême et l'enthousiasme de ces équipes qui mûrissaient tout un programme. Et là en fait ils ont grillé la cartouche Nouveau Front Populaire qui était peut-être réservée pour plus tard, non? Oui c'est ça, Front Populaire, juste Front Populaire. Ok. Ruffin est tout de même le premier à appeler à l'union de la gauche, mais il n'en tire aucun bénéfice politique personnel. Son rassemblement le 31 août à Flixecourt, qui devait métamorphoser son micro-parti Picardie Debout en méga-mouvement, sera forcément moins spectaculaire. Sa stratégie devient tout à coup beaucoup plus floue. Créer une coopérative politique ? Avec quel député ? Un de ses conseillers estime qu'il est urgent d'attendre que la situation se décante. Il est urgent d'attendre, j'adore cette formule. Sauf que pendant que Marine Tondelier... Alors elle a bien géré, je trouve, pendant la séquence. Elle a été vraiment pas mal. La chef du parti Les Écologistes crève l'écran. François Ruffin grogne contre à peu près tout. Sans surcroît de délicatesse, il se lamente de la nullité de la gauche. Alors en plus, tu vois, par exemple, pareil, les trucs se sont faits sans lui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, il dit « Bon, il est trop tard pour présenter un Premier ministre, c'est plus la question. » Et... le surlendemain, ou le lendemain, je crois, il présente Lucie Castet, il trouve enfin Lucie Castet, ou quelques jours après, à peine, tu vois. Donc c'est dire qu'il est pas de... Mais le truc, c'est que lui, faut comprendre un truc. Les discussions, et c'est comme ça qu'il a été marginalisé après le vendredi soir, après le soir de la dissolution. C'est-à-dire que les discussions entre les partis, elles ont lieu entre les partis. Donc faut avoir un parti. C'est comme ça que tu peux faire sans Glucksmann, en fait. Le PS, LFI... Et mine de rien, LFI, c'est le clan Mélenchon qui tient toujours LFI. Donc c'est eux qui ont négocié avec le PS d'Olivier Faure, et les écolos, les communistes, voilà, tout ça, ils parlent entre eux. Mais un Ruffin, il peut pas s'inviter à la table des négos pour négocier des places pour son mouvement qu'il n'a même pas. Enfin, il a rien à mettre, vous voyez. C'est compliqué. Même son truc à lui, Picardie Debout, tu peux pas parler d'égal à égal avec LAFI ou le PS. C'est pas possible. Donc, sauf que Marine Tondelier. Donc François Ruffin, il se lamente de la nullité de la gauche. Il est incapable de trouver un nom pour Matignon.
coupable de petits calculs cyniques, qualifie Emmanuel Macron de taré et de pyromane de la République. Bon là il a raison, hein. Un grand déballage d'une sincérité sans phare, mais est-il opportun d'apparaître aussi fébrile? C'est ce que lui reprochent ceux qui lui trouvent par ailleurs plein de talent. Déroutant aussi, difficilement en capacité à se fondre dans le collectif, quand juste après la dissolution est évoqué un accord, dans le dos de Jean-Luc Mélenchon, entre socialistes, communistes, écologistes et insoumis exclus de LFI, dont François Ruffin, déjà en exil de son propre parti, celui-ci concède quelques coups de fil, mais il n'assiste pas aux réunions confidentielles. C'est vrai que dans un tout premier temps, le matin, ils avaient commencé à faire des réunions sans LFI. Ce dont Glucksmann devait se féliciter, et c'est vrai que le soir, du coup, au JT, Glucksmann est un peu dégoûté que ça ait commencé à parler avec LFI, quoi. Bref, mais parce qu'il y avait... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les écolos, par exemple, Marine Tondelier, par exemple, les écolos ont dit non, on fera pas sans LFI. Et c'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui ont dit non, on fera pas sans LFI. Parce que c'est des gens, parce que tu peux pas gagner une élection à gauche si t'as pas LFI. Et il est un cas à part, donc François Ruffin, à la fois marginal et dans la lumière, obstiné par la singularité. Le député de la Somme a été accueilli par le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Sa rupture avec LFI, en plein campagne législative, interroge un geste émancipateur et libérateur ou une très mauvaise nouvelle pour la suite? Certains de ses proches sont bien embêtés pour répondre, mais ils estiment qu'un tel bouger était indispensable. Ils sont formels. Sur le terrain de la campagne des législatives, s'afficher comme un soutien de Jean-Luc Mélenchon était au bas mot contre-productif. Ruffin est réélu de justesse, mais leur champion se crée un autre casse-tête émotionnel. Après avoir passé tant d'années au sein de ce mouvement si particulier, dévoué tout entier à Jean-Luc Mélenchon. Ah, ce mouvement si particulier et dévoué tout entier. On n'est pas dévoué tout entier à Jean-Luc Mélenchon quand on est insoumis. Là, c'est la façon de le tourner. À la limite, tu peux dire, ce mouvement sur lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, le clan Mélenchon a gardé la main. Voilà. Mais le mouvement n'est pas dévoué à Jean-Luc Mélenchon, calmons-nous. Le 10 juillet, dans un entretien au Monde, il assène « Il fallait que je coupe la corde avec Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir respirer ». Avec le risque, désormais, d'une asphyxie en solitaire. En regard de ces deux auto-entrepreneurs de la politique, l'ancien premier secrétaire du PS et l'ex-plus grand parti de France se tient tout à fait tranquille. François Hollande, pendant ce temps, il est pressé de rien. Il est content de tout. De retrouver son fauteuil de député de la Corrèze, après avoir pris un risque majuscule, une défaite à la députation aurait été fatale à d'éventuelles futures convoitises. La campagne m'a fait du bien, assure-t-il. J'ai retrouvé des visages, des lieux, des ambiances, une envie d'union de la gauche. Il y avait du plaisir, mais aussi de la gravité. Comment faire pour que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir? J'ai pu mesurer à quel point le Rassemblement national s'est structuré depuis des années. Voilà, je fais pas mieux Hollande que ça. Il ajoute quand même, Jean-Luc Mélenchon était un boulet dans la campagne. Bon, ça c'est gratos, les journalistes ils sont contents, voilà. Non, j'ai pas fait les guignols. J'ai pas fait... Ici, on fait des imitations à la main. Voilà. Mais il est tellement... Donc, il a rajouté... Jean-Luc Mélenchon a été un boulet dans la campagne. Mais il est tellement heureux que son été se déroulera intégralement en Corrèze. Il adore, lui aussi, toutes ces gesticulations à gauche qui lui rappellent les grandes heures des congrès socialistes, machin. Comme à son habitude, François Hollande se tient au courant de tout. Vous voyez, là, c'est pas comme Glucksmann qui coupe. Oh, bon merde. L'autre, il se tient au courant de... Évidemment, mais c'est pour ça, moi je dis, c'est François Hollande qui va nous baiser. C'est sûr. On le sent brûlant de ferrailler à l'Assemblée nationale. En ce moment, je respecte la trêve des JO. Je parlerai à la rentrée, à l'occasion de la publication d'un livre sur le défi de gouverner et le rapport de la gauche au pouvoir. C'est le vrai sujet. Gouverner ou pas, et comment être utile quand on ne gouverne pas? L'ancien président de la République reçoit dans son bureau, rue de Rivoli, face au jardin des Tuileries, qui n'a pas encore accueilli la vasque olympique, on s'en fout. Le jour de la cérémonie, on s'en fout. La soirée s'annonce légèrement humide. Comment ça? Et il est toujours question d'humour. Oh putain, et la blague sur François Hollande, il pleut. Putain, j'en peux plus, je sais pas comment il fait. Oui, j'ai confirmé ma venue. Ah, puis lui, il fait toujours la même blague. Oh, je suis là, il pleut. En référence au microclimat pluvieux qui l'accompagne. J'en peux plus de cette blague. Tuez-moi. Il est beaucoup plus sérieux quand il s'agit de commenter l'actualité politique. Je veux que le PS se redresse, reprenne confiance en lui, développe une sage autorité. C'est au PS de mener la gauche. Il a déjà changé de dimension, le nombre de ses députés a doublé en 2 ans. Plus le PS s'affirmera, moins la radicalité de LFI sera dissuasive pour une partie des Français.
Et voilà, et on y revient, un petit tac pour Mélenchon, la radicalité. À la tête du PS, on est moins ravis de se retrouver avec François Hollande dans les pattes, alors que les relations de l'ex-président de la République avec Olivier Faure sont notoirement mauvaises depuis des années. Oh, je ne suis pas venu pour régler des comptes, mais pour offrir des réponses au malaise du pays et renforcer la social-démocratie. Putain, mais s'ils disent pas social-démocratie, ils explosent, quoi. Je suis revenu pour répondre à la menace de l'extrême droite. Elle n'a été conjurée que pour un temps. Quelles sont ses intentions? Reprendre le PS? Redevenir président de la République? On va voir, commente Pierre Jouvet. François Hollande conclut. Si le PS s'affirme, je n'ai aucun doute sur l'émergence d'une incarnation. On la trouvera, j'y aiderai. C'est très possible que François Hollande aimerait manier autant l'humour que les sous-entendus. Eh oui. Eh ben on a appris plein de choses. Mais tu vois, c'est marrant parce que il parle de détachement pour Glucksmann. Moi, j'ai envie de parler d'un branleur, qui attend que tout lui tombe tout cuit parce que ça s'est peut-être passé comme ça jusque-là dans la vie pour lui et qui est pas si passionné que ça par la politique. Mais j'aime bien qu'ils disent, ils ont au moins dit que bon, le gars, une distance, une hauteur pendant que vous y êtes. Non, il est pas distant, il est dilettante. C'est pas pareil. Ruffin, alors Ruffin il est perdu, il s'est fait baiser. La morale de cette histoire, et pendant ce temps-là, Hollande il rigole, il dit, oh, je vais revenir, je vais essayer de reprendre le pouvoir à gauche, si on me veut bien de moi, s'il ne pleut pas. Et l'autre il s'en fout. Ça montre quoi? C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est qu'en politique, vaut mieux avoir fait de la politique. On s'improvise pas. Parce que là, finalement, les deux qui restent là, pour moi, là, on retourne sur... on va avoir une période où, par proxy, Hollande et Mélenchon vont s'affronter. C'est ça qui va se passer. C'est les vrais darons, les vrais mecs qui connaissent la politique et comment ça se passe. Tu vois, à la limite, Olivier Faure aussi, pareil, il va avoir un rôle à jouer là-dedans, d'ailleurs. Parce que lui aussi, il va devoir trancher des trucs, gagner un congrès, étouffer une contestation ou pas. Lui aussi, il a Hollande dans les pattes, Olivier Faure. Faut pas oublier ça. Mais ça va se jouer entre grandes personnes qui ont de la bouteille en politique. Et voilà, quoi. Sarkozy qui va pop. Non, Sarkozy va pop en prison. C'est pas pareil. Donc Ruffin est finito pour toi. Je sais pas, mais bon, c'est pas une séquence où il a été particulièrement. J'ai envie de dire, même Marine Tondelier, c'est ce que dit l'article, s'en est mieux sorti que lui. Et pareil, les Verts vont avoir peut-être aussi un rôle à jouer d'arbitre dans la suite de l'histoire. Dans ce duel Hollande-Mélenchon, quelque part, eux, ils sont au milieu, avec le PCF. Et ils vont devoir arbitrer, trancher, dans un climat où, à gauche, on voit la montée de l'extrême droite, et on leur demande quoi? On leur demande de l'union. Donc là, ça va être compliqué. Voilà. Gandalf contre Saruman, les vieux magiciens de la gauche. Il y a un peu de ça. Hein. Mais pour moi, craignez Hollande. Glucksmann, à la limite, il m'énerve, mais il me fait pas peur. Hollande, il me fait un peu plus peur. Mais oui, Jean-Luc versus François, round 25, on n'est toujours pas sorti des congrès du Parti Socialiste, et c'est très marrant que Hollande soit là. Oh, ça me rappelle les congrès, c'est rigolo. Les enfants terribles de la gauche. Putain, j'ai failli proposer un react à ce docu Les enfants terribles de la gauche. Peut-être on va le faire un jour. Hein. Parce que ça serait vraiment bien. Parce que je pense qu'il faut... Je sais plus, c'est à une pote, je lui ai dit ça, elle me disait, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je lis cet été, qu'est-ce qu'il fait... Et je lui ai dit, si tu veux comprendre ce qui est en train de se jouer maintenant, il faut comprendre qu'on n'a toujours pas tranché des trucs de les enfants terribles de la gauche, c'est qu'est-ce qu'on fait à la mort de Mitterrand, qu'est-ce qu'on fait du PS, comment on se réorganise autour de ça. Et si tu comprends pas ça, tu comprends pas les bagarres qu'il y a toujours maintenant. Qu'est-ce qu'elle doit faire la gauche, être social-démocrate ou pas, virer à gauche, le congrès de Reims, Jean-Luc Mélenchon derrière et tout. Tout est déjà dans cet après la mort de Mitterrand, tout se débloque. Quoi. Et voilà. Déjà, le react d'Annie Erras sur Hollande. Il y a un react d'Annie Erras sur Hollande? Ah, sur le Hollande de Baxit? On va pas faire un react sur le react du react. Moi, François Hollande, j'ai posé 2 questions. Mais de toute façon, vous savez, hein, vous connaissez comment je fais à Baxit. Hein. Si c'est des camarades, je tutoie. Pas camarades, je tutoie pas. Donc vous pouvez voir n'importe quel Baxit, vous dites, oh là, il tutoie ou il tutoie pas? C'est un indice. Et ça veut dire aussi, est-ce que je vais leur parler après? Est-ce que je leur ai parlé avant? Est-ce qu'on discute en off ou pas? François Hollande, je le vous vois,
Déjà, je pense que si je l'avais tutoyé, il aurait fait des yeux comme as. Jean aurait été là, pardon, excusez-moi. Et derrière, la prod en panique. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tutoie le président? Je pense que ça aurait pas été possible. Mais voilà. Voilà, bon, si vous regardez les backseats, vous avez un indice. Et non, je suis pas allé papoter avec Hollande derrière. Je n'oublie pas que Hollande reste Hollande. Hein. On n'oublie pas, on pardonne pas. On est d'accord. Mais oui, parce que à gauche on se tutoie normalement. À gauche on se tutoie. Parce que on n'est pas, tu sais, comme. Mais c'est un truc, parce que c'est politique. C'est comme à la Révolution française, t'as ceux qui vont dire maintenant, on va s'appeler citoyen. Ou à gauche après, on va dire, on va s'appeler camarade. On se vouvoie pas, camarade, ça n'a aucun sens. Si on est tous citoyens, si on est tous camarades, on se tutoie. Le vouvoiement, on laisse ça aux bourgeois de merde. Voilà. Et nous-mêmes, moi, du coup, le vouvoiement est utilisé comme une marque de distance. Si je te vouvoie, c'est mauvais signe. Maintenant, des gens que je vous vois en plateau, les macronistes, par exemple, évidemment. Des faits des législatives anticipées du 30 au 7 juillet, il y a des macronistes députés qui se retrouvent sur le carreau, et ils ont un peu d'amertume, dirons-nous. Le bilan doux amer des députés macronistes, nous dit Le Monde, c'est un article de Juliette Guéron-Gabriel, un article sur ces députés qui se sont fait expulser de l'éducation nationale, de l'Assemblée nationale à cause de la dissolution, et qui n'ont pas été réélus. Donc bon, pas de bol. Donc du coup maintenant, Fabienne Colbock, ça me dit quelque chose. On l'a eu à Backseat, où j'en ai parlé dans un épisode. Fabienne Colbock. Ça y est, je me souviens de qui c'est. Fabienne Colbock, on en a parlé dans un rhinocéros, parce qu'elle défendait la fusion de l'audiovisuel public. Elle va très bien, ça dégage. Allez hop. Et en plus, c'est une des premières, en 2017, elle était un peu société civile, elle débarque et tout. Et elle avait fait une des interviews les plus nulles. Vous savez, il y avait des... vous vous souvenez des nuls du RN, vous savez, ceux qui sont candidats et ils sont nuls, tu leur tends un micro, ils sont là, je sais pas. Elle était, il y en avait pareil pour les macronistes à l'époque. Il y avait par exemple sur le dédoublement des classes en CP, il disait il y en avait une qui avait dit on va mettre un paravent pour séparer les classes. Et elle, pareil, elle avait été dans les nuls. Vous l'avez peut-être oublié. Putain, attends, je vais essayer de retrouver son passage. Si je mets Fabienne Colbock nul. Fabienne Colbock 2017, peut-être je vais trouver comme ça. Ouais, donc elle est élue face à Hervé Novelli. D'accord, c'est super. Si je vais dans vidéo, qu'est-ce qu'on trouve? Je l'ai. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, Fabienne Colbock. Oh putain, abusé. C'est une vidéo de Valeurs Actuelles. Oh merde. Ouais, bon voilà, mais quand même, hein. Mais il y a la vidéo au moins? Ah non, c'est sur YouTube. Ah oui, non, mais c'est l'extrême droite en fait qui a mis ça en ligne. C'est pas grave, on écoute Fabienne Colbock. Ah, c'est cringe la mise en scène. Une vidéo qui a l'air d'avoir été pensée pour les darons Facebook. Manifestement. Faut-il changer de modèle social français? À partir du moment où le modèle social français, effectivement, par rapport à la crise actuelle, c'est pas quelque chose qui est contradictoire avec les propositions d'Emmanuel Macron sur l'évolution de l'emploi par rapport à la situation actuelle. Ah putain, et leur montage derrière, ils ont mis au pays de Candy et tout. Et vraiment, vous êtes des lourds quoi. Mettez juste l'extrait, arrêtez. Je pense qu'effectivement, le problème de Michelin, c'est une situation qu'il faut faire attention pour pas la généraliser sur le territoire. Notamment, il y a d'autres industries, comme l'entreprise Klein ou n'importe, que j'ai rencontrées, et qui disent qu'effectivement, il y a besoin d'un soutien de l'État. Et le programme que je soutiens, que je n'adonne pas, le programme d'Emmanuel Macron, prévoit ça sur le CICE, c'est-à-dire au lieu de transmettre de l'argent à la fin de l'année pour aider les entreprises en baissant directement les charges sociales et patronales, et aussi par rapport à un territoire, aider aussi un territoire. Bon voilà, c'est elle, Fabienne Colbock. Bon alors, comment ça s'est passé son arrivée en politique? C'était compliqué, évidemment, mais comment s'est passé son départ? Parce qu'elle venait de la société civile, évidemment, on n'est pas nul comme ça par hasard, c'est aussi des gens qui ne venaient pas nécessairement de la politique.
Donc, et elle, ça y est, elle est expulsée. Elle a fait du coup quand même deux mandats, mais un très court. Il fait doux ce mardi 9 juillet au soir. Les fenêtres de Matignon sont ouvertes sur les jardins. On navigue facilement entre les dorures de l'intérieur et le perron aux larges pierres donnant sur une pelouse impeccable à l'extérieur. Gabriel Attal, qui a remis sa lettre de démission la veille, a invité les députés de la majorité présidentielle à Matignon pour les remercier d'avoir fait campagne. Mais beaucoup manquent à l'appel. Dissolution, campagne express et, souvent, perte de leur mandat, les dernières semaines ont été trop dures à digérer. Je n'avais pas très envie d'y aller, confie Fabienne Kolbock. Alors, ça fait presque... comment on appelle les mots qu'on peut dire dans les deux sens? Vous savez, comme yakak. Palindrome, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Les mots qu'on peut lire dans les... Parce que elle, c'est... Dans un sens, elle est Kolbock, et dans l'autre sens, elle est Koblock. C'est rigolo. Bref, oui, c'est ça. Yakak. Bon, bref, Fabienne Koblock, ancienne députée Renaissance, REN, quoi? Ah, Renaissance, RN. Ça ressemble beaucoup quand même, hein. RN. d'Indre-et-Loire. Elle a séché la réception. J'étais encore en deuil. Oh bah vas-y mollo peut-être aussi. Affirme pour sa part Jean-Marc Zoulessi, ex-député REN. C'est Renaissance, on va dire, hein, des Bouches-du-Rhône. L'ex-élu qui a perdu contre un candidat RN, pour le coup, à 329 voix près. Lui, il a préféré se remettre de sa défaite chez lui, dans le sud. La majorité a été décimée lors des législatives. La coalition présidentielle perd une centaine de sièges. Ah oui, c'est considérable quand même. Dont 73 au sein du seul parti Renaissance, et parce qu'il y a Modem, machin en plus, Horizon, qui a évincé de Renaissance, qui a été évincé de pans entiers du pays. Il ne conserve qu'un ancrage substantiel en Bretagne, dans les banlieues aisées de l'ouest parisien, et dans les circonscriptions des Français de l'étranger, les expats de merde là. Il est possible de traverser la France de Dunkerque à Perpignan en ne croisant qu'une seule circonscription Renaissance. Le saviez-vous ? Trop à droite, trop parisien. Des figures historiques du mouvement, tels l'ancien ministre des Transports Clément Beaune ou le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini, ont été sèchement battus, et ça fait plaisir. Stanislas Guérini, moi, il m'angoisse physiquement. D'autres, comme l'ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, ont déserté la majorité au profit du nouveau Front Populaire. C'est d'ailleurs Aurélien Rousseau le seul, si je dis pas de bêtises, député, place publique. Le seul. D'autres encore ont décidé de quitter la politique, soufflés par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. « Ce monde n'est plus le mien », a déclaré l'ex-député Joël Giraud. Alors, mais moi je serais curieux de savoir, je pense que c'est... Stanislas Guéridon, n'importe quoi. Je pense que c'est surtout les gens qui étaient entrés en politique avec Macron, là qui repartent en mode c'est bon, je viens de la société civile, je faisais du pognon dans le privé, je retourne faire du pognon dans le privé, ça suffit, en plus c'est trop dur, la politique c'est trop dur. Comme je disais, quand t'es militant quoi. Ça m'étonnerait qu'il y ait des... Et puis en plus, vraiment, eux, on leur a tout servi sur un plateau, c'est comme Glucksmann quoi, dès que ça devient dur, ils abandonnent. Mais c'est quoi ces gens ? C'est des bourgeois. Et les bourgeois, ils n'ont pas l'habitude de se battre, en fait. Ils n'ont pas l'habitude de se battre, ils ont l'habitude que tout leur soit offert. Allez, venez, machin. Le petit poste de... L'investiture député En Marche, là, l'investiture, offert sur un plateau. Puis après, on est député. Ah, puis en plus, on est dans le camp de ceux qui gagnent, on est dans la majorité. Bon, faut un peu obéir au chef, mais enfin, quand même, globalement, on peut garder notre arrogance de bourgeois. C'est nous qui gouvernons, c'est nous qui décidons. Et puis après, bon, alors là, ils sont un peu plus en minorité, c'est déjà un peu plus chiant, la majorité relative, c'était un peu plus pénible pour eux. Et puis là, dissolution, ils se font dégager, ils ont même pas été prévenus, Là, le chef, il a quand même été un peu bourrin. Et là, ils se retrouvent, trop dur la politique, c'est trop dur, c'est trop dur. Édouard Philippe, lui, donc je sais pas qui c'est Joël Giraud, est-ce que quelqu'un peut vérifier si Joël Giraud, c'est quelqu'un qui vient de la société civile et qui est arrivé en 2017 ? Ce serait, ça m'intéresserait de savoir. Édouard Philippe a, lui, refusé de faire campagne avec Ensemble, présentant ses candidats uniquement sous l'étiquette de son parti Horizon. Oui, parce que, je vous rappelle, Ensemble, c'est l'agrégation, c'est le camp présidentiel, mais le parti lui-même s'appelle Renaissance. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Et donc, si tu peux être candidat Modem et faire une campagne avec marqué Ensemble sur son affiche. Alors, Giraud, c'est pas le pire. Il venait du PRG. Ah bon ? Un ancien socialiste, Giraud. D'accord, ok. Pas société civile, député 2002, vice-président de PACA. Ah ouais, alors d'accord. Donc c'est pas un mec qui est rentré comme ça, mais il a quand même été saoulé. Macron a réussi à le dégoûter de la politique alors que le gars est là depuis 2002. Bravo quand même, belle perf.
D'où l'ambiance polie mais morose dans la réception à Matignon. Donc Gabriel Attal qui a fait « Vous allez venir, on va faire une réception des anciens députés, on va faire le bilan ». Et il y en a qui ont fait « Je fais pas le bilan, je veux plus te voir Gabriel Attal, je reste chez moi ». C'est passé à peu près comme ça, donc ambiance polie mais morose du coup là-bas. Beaucoup avaient d'ailleurs un œil sur la demi-finale de l'Euro de football opposant la France à l'Espagne. Je n'envie pas forcément les collègues qui ont été réélus, avance Fabienne Colbock. C'est ça, élue ou pas réélue, elle en avait déjà marre en fait, Colbock. Donc elle dit, je n'envie pas les collègues qui ont été réélus. La prochaine législature pourrait être encore plus sombre que la dernière pour le camp présidentiel, désormais en minorité dans l'hémicycle et suspendue au couperet d'une possible nouvelle dissolution dans un an. Oh là là, trop dur la politique. Chez certains macronistes battus s'ouvre une période de vide, marquée par l'envie de tirer un premier bilan de cette expérience qui a dynamité l'offre politique avec un projet de dépassement des clivages avant, semble-t-il, d'exploser en plein vol. Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault, regrette de ne pas avoir davantage fait entendre sa voix. Durant les 2 mandatures, s'étant souvent senti en décalage par rapport au parti. Il n'avait pas voulu de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la baisse des 5 € pour les aides pour le logement. Mais en fait, qu'est-ce que tu foutais chez Macron ? À un moment, c'est toi qui es stupide, quoi. Ni le passage en forme sur la réforme des retraites, le passage en force, pas le passage en forme. Écoutez, je suis passé en forme, ouais. Il regrette aussi l'absence d'intérêt de Renaissance pour l'ancrage territorial. Il nous aurait fallu des militants, des secrétaires de région, avance cet ancien du Parti Socialiste. Mais écoute, gros, t'es stupide, hein. Retourne-y au Parti Socialiste, ou va-t'en, je sais pas. Renaissance n'a investi presque aucun conseil. Enfin, en fait, t'aurais pu avoir l'éclat, t'aurais pu avoir un peu le panache de partir avant. Surtout qu'il y en a qui sont partis entre-temps, lors de la première législature. Donc Renaissance n'a investi presque aucun conseil départemental ni régional en 7 ans. Le parti ne compte que 13 sénateurs et une base militante extrêmement réduite. Bah oui, c'est le parti du président. D'où une absence de lien entre l'échelle locale et nationale, rendue manifeste dans les mouvements de crise comme celle des Gilets jaunes. Bon, d'accord. Raphaël Gérard, ex-député Renaissance de Charente-Maritime, a aimé porter ces sujets à l'Assemblée nationale, y compris parfois en opposition avec son propre camp, comme sur la procréation médicalement assistée ou la loi bioéthique, mais il garde un mauvais souvenir de Renaissance, un parti qui n'existait pas. Une coquille vide, construite sans doctrine ni échange. Après avoir voté contre la loi immigration, il a fait campagne en minimisant son appartenance à la coalition parlementaire. J'avais Ensemble en tout petit sur mon affiche, mais je me suis surtout présenté comme le député sortant, avec mes projets pour mon territoire. Devancé de 909 voix, oh là là, il laisse sa circonscription au Rassemblement national. Patrick Vignal, qui régnait sur sa circonscription de l'Hérault depuis 2012, regrette le choix de Renaissance de rester dans le vocabulaire du management et de l'entreprise, plutôt que dans la chair de la rencontre. On n'était pas un parti de femmes et d'hommes politiques, mais un mouvement d'intellos, regrette-t-il. Mais vous étiez même pas un mouvement d'intellos ? Mais t'es con, ça c'est un mouvement d'intellos. Mais vous êtes fous ? Mais vous étiez un mouvement de managers de merde, de managers toxiques, vous êtes un mouvement de techno à la limite. De manager toxique, c'est pas ça un télo, les gars. Depuis en fait, attends. Mais comment ils peuvent croire qu'ils sont un télo ? Ils se rappellent ce que disent d'eux, les intellectuels ? Depuis la défaite, l'ancien prof de judo fait 4 heures de sport par jour, des travaux dans ses appartements et son autocritique. Dans ses appartements ! Pourquoi t'en as plusieurs ? T'as plusieurs corps ? Non ? Et fais ton autocritique aussi là-dessus, camarade bourgeois. De quoi s'occuper avant de tenter de réinvestir l'arène politique. De nombreux députés défaits ont peur de voir leur bilan détricoté. Ah oui, alors ça, Jean-Marc Zulesi, à l'origine d'un projet de loi sur les RER métropolitains, craint que les travaux ne s'arrêtent en cours de route. S'il a réussi à faire passer son projet de loi, il restait encore à déterminer dans quelle ville déployer ses trains, Lyon, et quelle entité dirigerait les travaux. Je sais pas. Aucune idée, j'ai pas du tout suivi le dossier, mais des RER, je comprends pas. Tu peux pas, c'est des trains quoi. C'est des TER. Faites des TER, mais le problème c'est que les TER, c'est la région qui en finance une partie, donc si Wauquiez il a décidé que la ligne l'intéressait pas lui, c'est un problème chez nous. Par exemple, c'est un exemple. Il fallait également inscrire leur financement dans le projet de loi de finances, et c'est pas fait, du coup tout pourrait s'arrêter. Ok, je comprends pas. Le truc des RER 1 prévu à Lille, je crois, d'accord, très bien, ok. Liliane Métayer, ex-élue et Renaissance du Morbihan, qui œuvrait sur la défense, voulait créer un pôle d'excellence sur la dronisation sous-marine à Lorient. C'est bien ça.
un pôle d'excellence de la dronisation sous-marine. C'est spécialisé. Elle craint que le projet ne soit abandonné par son successeur écologiste, les Verts s'étant opposés à la dernière loi de programmation militaire. Certains gardaient des souvenirs exaltés de leur entrée en politique par la grande porte. Les troupes macronistes de 2017 venaient majoritairement de la société civile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je me suis régalé dans tout ce que j'ai fait, affirme Jean-Marc Zulessi, qui a gravi les échelons de l'Assemblée pour prendre la direction de la Commission du développement durable. D'autres quittent l'aventure sans vraiment de regret. Marjolaine Meignet-Millefer, battue dans l'Isère, hésitait déjà à quitter Renaissance avant la dissolution pour siéger à la gauche d'un groupe se droitisant. Il y avait un double sas vers la droite, puisque notre parti faisait l'appoint avec Horizon, qui faisait l'appoint avec les Républicains, ce qui rendait parfois le MoDem plus à gauche que Renaissance. Elle aimerait à présent monter une association et prendre la plume pour raconter son expérience des années Macron, avant de se retrouver un travail, peut-être. Oui, travail, putain. Va travailler plutôt. C'est quoi ces bourgeois? Je vais prendre la plume parce que je pense que ce que j'ai à dire, c'est important que ce soit dit. Et que mon point de vue est intéressant. Et il va intéresser un éditeur, mais si. Et je retrouverai un travail quand j'aurai envie de retrouver un travail. T'as mis les pauvres obligatoirement là, vous devez aller sinon vous avez plus d'alloc et tout, et vous prenez votre temps, vous vous accordez vraiment de ces trucs. Vous prenez pas pour de la merde. Peut porter à la nostalgie de ces années au Palais Bourbon, Fabienne Colbock. Donc rappelez-vous, on a commencé avec Fabienne Colbock, qui se dit tentée par un mandat de maire, sans étiquette, précise-t-elle. Si la page de parlementaire est tournée, elle reste très amie avec le Premier ministre démissionnaire, avec qui elle a longuement échangé après la défaite. Du président de la République, elle n'a reçu qu'une lettre de remerciement par la poste, comme un ultime symbole de la distance du chef avec ses troupes. Et ben voilà, oui, par la poste. Fabienne Colbock, Fabienne Yakak. Très bien. Et ben écoutez, super stream. Oh, je me félicite moi-même. Parce que écoutez, si je le fais pas, qui va le faire? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Des articles intéressants. Très bien, 2 heures passionnantes, 2 heures édifiantes, 2 heures de beaux jeux. Merci d'avoir été là. Où est-ce que je vous envoie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et des trucs sur la politique là, un peu là. Moi ouais, c'est pas de la politique. LOL, non, ça marche pas, on s'en fout. Ken Bogard, bah, il fait Street Fighter, oui, c'est normal, c'est marqué dessus. Ah, il y a un react à un documentaire que j'ai déjà vu. Je vais peut-être vous envoyer chez Joyeux Sociologue, qui react à un documentaire sur Vincennes, qui est intéressant. L'université de Vincennes. Oh, puis il a commencé il n'y a pas si longtemps, donc c'est très bien. Ok, je vous envoie là-bas. Pour l'anecdote, ce documentaire sur l'université. Oh, vous verrez. De toute façon, vous lui demandez de vous redire le début. C'est pas à moi de faire ça. Chacun son boulot. Moi, je devais quitter à 30 parce que j'ai un truc de prévu à 20h. Donc, j'ai envie de vous dire, démerdez-vous avec lui. Et voilà. Tableau de bord. On fait le raid. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Donc faut pas que j'oublie de mettre le replay en dispo dès que j'ai fini parce que ça se fait plus automatiquement, ou alors faut que je clique sur des trucs, je sais pas. Joyeux Sociologue. Hop. Et voilà. Merveilleux. Tac. Je fais clic-clic. Et voilà. Donc aujourd'hui on a parlé beaucoup du Royaume-Uni, des fachos en Angleterre. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. On a parlé aussi de la gauche, des recompositions à gauche et tout. Ah bah Barbara qui arrive au moment où on s'en va. On s'en va ici. Mais bonjour et merci d'être là. On a parlé donc des recompositions à gauche. Faut pas que j'oublie de mettre le replay. Et derrière, on a parlé de l'Assemblée nationale et de ces députés bourgeois là à qui on avait tout donné et qu'on a un peu maltraité, que Macron a maltraité ses propres troupes. Donc du coup après elles sont un peu frustrées, elles sont un peu pas contentes. Tout ça c'était très intéressant et on se retrouve quand j'aurai envie. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai surtout la patate. Et là ça va, journée patate, je suis dans une phase patate un petit peu, ça va un peu mieux. Bon, ok. Allez, on se dit bonne... au revoir. Et je coupe le stream.